J'ai même pas mis le browser. La loose. C'est vraiment du sauvage. Ok, ça va, ça marche. Alors, je vais prendre mes petits liens. Qu'est-ce qu'on avait là? On va retrouver les liens pour après. On va commencer par Diad. Ah, ça, il va pas me laisser chercher. C'est pas grave. C'est diadstable.com, il me semble. Et non, ça marche pas. Ou c'est oxdiad.com? Ça a changé, je sais plus. De toute façon, vous le connaissez, le site de Diad. Non, ça doit être Diadstable. Je sais pas pourquoi ça marche pas. C'est oxdiad leur Twitter. Ouais. Ah, .xyz, c'est ça. Donc ouais, je vais peut-être pas vous refaire tout le chapitre sur Diad, puisque de toute façon, je crois qu'on en a déjà parlé plusieurs fois. Ceux qui étaient ici ont suivi assez sérieusement, ou en tout cas sur Twitter. Mais peut-être juste rapidement. Donc c'est un projet CDP, Collateralized Debt Position, comme Liquidity, comme Maker, comme quelques autres. Donc en gros un stablecoin over-collatéralisé, émis par de la dette, concrètement, directement minté par les utilisateurs. Donc ça, c'est vrai que c'est peut-être le paradigme le plus intéressant. C'est-à-dire que vous mintez vos propres DIAD, tout comme vous mintez vos propres LUSD ou vos propres DAI quand vous allez chez Maker. Vous n'empruntez pas ceux de quelqu'un d'autre, qui est la logique plutôt AV de Money Market. Donc il n'y a pas de côté supply, ou enfin, plus simplement, le côté supply est le protocole en lui-même. Ça, mine de rien, c'est important pour comprendre un peu les enjeux du protocole. Et là où c'est quand même assez intéressant, c'est qu'ils ont toute cette logique de... donc un des grands problèmes de ces modèles-là, c'est la surcollatéralisation du protocole, qui fait qu'en fonction des paramètres du protocole, vous allez avoir des gens qui mettent en valeur dollar 2, 3, 4, 5, 6 fois plus de dollars que de dettes produites. Et donc, on est sur une thématique assez classique d'efficacité du capital, quoi, qui n'est pas forcément optimisée au maximum, et surtout qui a une tension inhérente, puisque plus vous optimisez l'efficacité du capital, plus vous mettez en danger, grosso modo, la collatéralisation du stablecoin, puisque le scénario idéal étant, en termes d'efficacité du capital, étant $1 de collatéral pour $1 de dette, mais c'est aussi un peu le scénario le plus dangereux vis-à-vis du stablecoin, puisque je vous rappelle que votre collatéral dans ces modèles-là, c'est un truc volatile, de l'Ether staké, qu'importe. Et donc, l'enjeu numéro 1, quand même, vis-à-vis du protocole, c'est qu'il se retrouve qu'il évite les situations de bad debt, donc où il vous a donné $1, il vous a donné un DIAD et vous avez réussi à lui mettre moins d'$1 d'Ether en face, puisque là, vous comprenez bien qu'il y a un problème j'allais dire sur le long terme, mais non, en fait, très rapidement, même sur le court terme. Donc, c'est l'enjeu principal de tous les CDP. Et niveau Diad, avec ce kérosène, on a un truc intéressant, qui est cette idée de, en gros, c'est un peu sauvage comme manière de dire, mais on va le dire comme ça, de liquéfier la surcollatéralisation du protocole. Donc on va découper ce que je veux dire par là. Mais, donc concrètement déjà, le kérosène, en gros, c'est... alors c'est pas leur token de gouvernance non plus, parce que la gouvernance se fait au niveau des NFT, donc vous faire attention. C'est leur token d'incentive, grosso modo. Donc c'est-à-dire que vous allez l'obtenir en étant LP sur les paires Diad, par exemple, donc, et en empruntant du Diad et en le mettant en LP. Et à terme, ils envisagent aussi une forme d'équivalent stability pool, donc peut-être juste en stakant du Diad. Ça, ok. Il y a eu une LBP, je vous l'ai mise là dans le live, mais bon, de toute façon, elle est finie, donc ça ne va pas forcément vous intéresser, mais c'était pour faire la liquidité initiale du kérosène. Mais maintenant, là où c'est intéressant, c'est l'utilité du kérosène, qui est en gros... il faut le comprendre par rapport à l'entièreté du supply du kérosène. Pour le mettre simplement,
l'entièreté du supply de kérosène est capable de minter des dyads à hauteur de tout ce qu'il y a au-dessus de 1,50$ de collatéral exogène dans la plateforme par rapport à ce qui a été minté. Donc pour le mettre simplement, si vous avez, on va le faire juste en dollars pour que ce soit plus simple, si vous avez 30 000 $ en TVL sur dyad, dans l'ensemble, sur le protocole, qui mint 10 000 dyad, donc 10 000 $, vous avez donc une collatéralisation à 3 fois, 300%. Le protocole vise garantie 150%, donc en gros 20 000, même pas 15 000 dans ce cas-là, pardon, 15 000. Donc en gros, tout ce qui a été minté plus 50%. Donc là, on a 10 000 $ mintés plus 50%, ça nous mettrait 15 000. Et donc ça veut dire qu'il y a quand même, dans cette situation que je viens de vous donner, 15 000 $ de capital supplémentaire par rapport à cet objectif de collatéralisation minimale. Et c'est ces 15 000 $ là qui pourront être mintés dans la situation que je viens de vous donner. L'entièreté du supply de kérosène utilisé comme ça pourrait minter jusqu'à 15 000 dyad. Donc c'est un truc assez élégant parce qu'au final, ça crée une sorte de valeur intrinsèque pour ce kérosène qui soit vous permet de minter ou alors vous permet de réduire le collatéral nécessaire pour minter si vous avez déjà une position. C'est un peu un enjeu de... j'ai toujours du mal à savoir si c'est j'ai dit ou dangereux, mais je pense que c'est quand même une approche assez maligne pour... en gros, jouer avec le feu de manière prudente, je le dirais comme ça parfois. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un... Il y a toute la question que je vous ai souvent parlé de collatéral endogène ou exogène pour un stablecoin. Et que bien sûr, le collatéral endogène, donc directement lié au système, est très dangereux. C'est les situations à la Luna Terra, les trucs comme ça, on a vu ce que ça a donné. Donc du coup, le collatéral exogène, donc complètement décorrélé du protocole, est idéal. Typiquement, sur Liquidity, vous mettez de l'Ether en collatéral, très bien, ok. Là, ça rejoint un peu les lignes entre les deux, puisque on est... C'est pas un collatéral endogène, techniquement, puisque collatéral endogène, ça serait directement « Ah, ok, on prend le kérosène en collatéral sur Dyad, tu peux minter autant de Dyad que tu veux, du moment que tu as assez de kérosène en valeur dollar en face. » C'est pas le cas ici. C'est dur à placer, en fait, parce que ça vous permet de mobiliser l'excès de collatéral exogène du protocole. Donc, en fait, on pourrait décrire le kérosène comme la clé pour mobiliser la surcollatéralisation exogène du protocole. Et pas toute la surcollatéralisation, bien sûr. Il ne faut pas oublier ce chiffre-là en tête que, par défaut, en gros, le système vise 1,50$ minimum par... 1,50$ par dyad émis de collatéral. Et le kérosène vous permet de mobiliser tout ce qu'il y a au-dessus de ça. Et donc, c'est aussi un enjeu intéressant du point de vue game theory, parce qu'en gros... bon, la LBP et tout ça, ça fausse un peu la donne, mais sur le long terme, les gros possesseurs de kérosène, c'est les gros minteurs de dyad, puisqu'il s'obtient via le farming, ou alors ça peut être également des gens qui ont acheté beaucoup de dyad sur le marché. Mais en gros, c'est des gens qui sont a priori assez exposés au protocole Dyad en lui-même. Et donc, on peut s'attendre à ce qu'ils soient plus ou moins responsables par rapport à ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont max minter comme des fifous avec leur kérosène, ou est-ce qu'ils vont être dans une approche plus responsable de l'utiliser comme un outil pour avoir à mettre moins de collatéral exogène sur leur position, et donc une position d'emprunt effectivement plus rentable, mais en gardant quand même un peu de marge, quoi. Donc ça, c'est à voir. Mais en tout cas, moi, je trouve que c'est un design intéressant. Et si vous parlez anglais, je vous invite aussi à aller écouter les 1 ou 2 spaces que fait Joe, le founder, parce qu'il est assez intéressant aussi dans sa manière, très clair dans sa manière de présenter les choses. Donc voilà, je pense que ça vaut le coup de suivre. Je vous refais pas tout le point sur Dyad et les notes et tout ça, parce que de toute manière, vous l'avez probablement entendu par le passé. Et bon, maintenant, tout ce qui est snapshot pour le airdrop, c'est déjà pris, donc vous arrivez un peu après la danse. Mais voilà, je le rentre dans la case de que vous soyez exposé ou non. Pour moi, c'est un truc qui vaut la peine d'être suivi si vous êtes intéressé dans les stablecoins et dans les modèles CDP. Ça vous permettra d'avoir... voilà, de parfaire votre compréhension des stables. Et comme d'hab, hein, l'enjeu de liquidité va être quelque chose de conséquent. Donc là, on est un peu dans un stade primitif, puisqu'en gros, le protocole est là et vous pouvez emprunter
Vous pouvez mettre du collatéral et emprunter des diades si vous avez une note, le fameux TNFT là. Le kérosène vient de se lancer il y a quelques jours à la fin de la LBP, mais il n'y a pas encore les émissions continues de kérosène pour les LP. Et tout ce qui va être après le mécanisme de gouvernance pour ajouter des collatérales potentiels. Donc on est vraiment dans une version un peu 0.1, j'ai envie de dire, de DIAD qui va évoluer progressivement avec les différentes pièces qui se mettent en place. Et notamment l'incentivisation côté LP, ça va être un premier coup de fouet, je pense, pour potentiellement la croissance du stablecoin, parce qu'on est encore sur un truc assez modeste. Ouais, non, il y a plus que ça. Attendez, je vais vous retrouver. Il y a un dashboard qui a été fait qui permet d'avoir des petites stats sympas pour se faire une idée. Je crois qu'il est sur le site. Yes. Je vais le mettre dans le chat aussi. Donc ça, c'est le dashboard de Diad. Je rattrape le chat dans 2 secondes. Je vois qu'il y a Nono qui s'est chauffé. Vous y retrouverez un peu tous les paramètres, donc la TVL du protocole, le supply de Diad. Mais comme vous voyez, on est encore sur un truc assez modeste. Les gens sont plutôt prudents. On a 570 000 Diad en circulation. Et tiens, on a un gros emprunteur qui a remboursé de la dette aussi il n'y a pas longtemps. 60 000 de dette. Mais vous voyez concrètement, bon voilà, il y a des positions assez sympas qui se mettent en place. Je crois que vous pouvez voir un peu un tour d'aperçu des plus gros minters de Diad et les notes associées. Et sans vous en dire plus, vous allez retrouver là-dedans le collectif, qui est lui-même un gros minter de Diad et un des plus gros liquidity providers. Donc ça aussi, c'est de l'alpha. C'est de l'alpha pour ceux que ça intéresse. Et on est sur Mainnet à l'heure d'aujourd'hui, mais il va être disponible. Donc je crois qu'ils envisagent un modèle de croissance un peu à la Liquity, c'est-à-dire que le protocole en lui-même va rester sur Mainnet uniquement, pour des raisons de sécurité, mais que le Diad sera bridgé sur d'autres chaînes. Et ça parle de... Bon, les habituels, je crois. Qu'est-ce qu'il a mentionné explicitement, Joe? Il me semble qu'il a mentionné ZKEVM, ça discute avec Berachain et probablement Arbitrum OP. Donc Nono, qui est-ce qui nous raconte? Bien que ça paraît intéressant, je reste convaincu que Diad n'apportera aucune valeur supplémentaire que Gravita Liquidity, parce que après que tu prennes à moins 15-20% en début de bear market, la capacité de mint du kérosène va s'écraser au sol. On va se retrouver avec un protocole qui va garder les caractères de ce qu'on se connaît déjà. Et du coup, des notes à 0,5 Ether, pas super pertinent. Espérons pour vous que je me trompe, mais je n'arrive pas à être hype sur 4 ans. Or, LM de mort sur des pools pendant 10 ans, comme le prévoit la tokenomique actuelle. Ouais, à voir. Il y a une émission continue du kérosène, en effet. Pour l'incitation de la liquidité, mais après il y a une sorte de valeur intrinsèque du kérosène. Alors après c'est vrai que du coup il y a un peu une assumption de croissance construite sur ce modèle-là, dans le sens où si la TVL de Diad ne se développe pas, concrètement la valeur d'un kérosène se dilue au fur et à mesure du temps, vu que sa valeur intrinsèque elle est liée au surcollatéral disponible dans le protocole. Donc pour moi, c'est surtout cet enjeu-là qui va déterminer comment ça se passe, c'est-à-dire est-ce qu'ils arrivent à avoir une croissance en moyenne supérieure, une croissance du surcollatéral supérieure à la quantité de diades émises, qui permettent de en gros justifier cette émission. Mais voilà, on est sur le modèle classique d'à peu près tous les projets maintenant. Est-ce que... Voilà, il y a de l'émission continue, d'accord, on commence à être habitué à ça maintenant. Maintenant, la question, c'est est-ce que l'émission continue en vaut la peine, quoi? Est-ce que... C'est la même question qu'un État, au fond. Ok, on fait tourner la planche à billets, mais est-ce qu'elle tourne pour la bonne cause? Si oui, alors a priori tout va bien, on est en train d'investir dans le futur. Sinon, en fait, on est juste en train de s'endetter pour rien. Et là, c'est là que les problèmes émergent. C'est un peu la question à 100 milliards de dollars qu'on retrouve partout. Salut Firenze. Alors, pour Diad, moi je pense que c'est à peu près tout. C'était plus pour vous le remettre sur le radar, maintenant que ça avance, suivre les développements à venir. Donc, comme je vous le disais, le lancement du
du kérosène, qui est encore en coming soon. Peut-être mentionner aussi, oui, qu'il y a un airdrop de kérosène pour ceux qui ont minté des notes. Si vous avez minté des notes à l'époque où, c'était il y a déjà un bout de temps maintenant que j'en avais parlé. Et pour quelques collections NFT, notamment les lamas. Donc si vous avez un lama, vous aurez du kérosène à claim. Et je crois, oui, vous pouvez vérifier directement sur le site de Diad si vous avez quelque chose à claim à ce niveau-là. Donc ça vaut le coup de regarder. Après, le kérosène en lui-même, bon, si ça peut être une manière de spéculer sur Diad sans forcément utiliser le protocole. Mais oui, il faut peut-être rappeler que pour pouvoir emprunter du Diad vous-même, il vous faudra posséder cette note qui coûte quoi, 0,5-6 Ether à 0,62 Ether à l'heure actuelle, et dont le prix augmente de 0,01 pour chaque mint. Donc voilà, à vous de voir si ça en vaut la peine. Mais après, ouais, peut-être aussi rappeler que concrètement, minter Diad n'a pas de coût en dehors du fait de devoir posséder la note. C'est ça aussi qui le rend intéressant par rapport à d'autres protocoles. Bon, là, j'ai pas de note, donc je vais pas pouvoir vous montrer grand-chose, mais qu'en gros, vous pouvez utiliser un collatéral qui a un yield comme Wrapstakes pour l'instant et ETH, et que vous mintez du Diad sans coût. Alors, sans coût, attention, parce que ces petits malins, ils ont mis un frais sur l'UI, donc sur l'interface, mais le frais n'est pas sur le contrat. Si je vous dis pas de bêtises, quand vous déposez le collatéral, c'est un peu bizarre. Mais donc, en gros, une bonne raison aussi d'apprendre à interagir avec un contrat, puisque vous allez économiser ce frais de 0,10-0,15%. Donc, si vous mintez des Diad, ça vaut vraiment la peine de vous épargner ça, en allant faire une petite interaction avec un contrat. C'est pas bien compliqué. Maintenant, en plus, Etherscan vous prémâche pas mal de travail. Et si vous avez un save, c'est encore plus simple avec DEN, l'interface pour interagir avec les contrats, qui est super bien fichu. Donc voilà pour Diad. On va suivre comment le kérosène se développe. Bon, pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose en termes de prix, parce que, encore une fois, on est sur une historique de 2-3 jours, un truc comme ça. Quand est-ce qu'il a été rajouté 1er avril sur CoinGecko. Donc à voir où il se tient, et qu'est-ce que ça donne une fois que les incentives sont en route. Donc ça, c'est pour notre petit Diad. J'avais mis dans quel ordre Diad Kérosène, Maverick V2. Bon, alors là, je vais repartir des posts, histoire que je vous sorte pas de l'alpha en live. Enfin, de l'alpha, mais pas de l'alpha, vous m'avez compris. Donc, il y a quelques jours, il y a 3 jours, Mav a annoncé... Putain, c'est génial, on peut rien voir. A annoncé sa prochaine version, la fameuse V2. Donc ça correspond à plusieurs choses à la fois. Les fameuses émissions via un VE modèle, qui est, je pense, le gros de ce que vous attendez, mais aussi une version 2 de l'AMM en lui-même, avec des nouvelles fonctionnalités, et la mystérieuse Maverick VE Factory, qui n'a pas encore été plus détaillée que ça publiquement, donc je ne vais pas pouvoir vous en dire beaucoup plus. Mais bon, le nom devrait vous mettre sur la piste quand même de la logique que ça permet de faire. Putain, j'arrive pas à voir le post complet, c'est un peu dégênant ça. Est-ce que... 2 secondes, je vais me connecter peut-être du coup. Oh ouais, c'est la misère. Je vais le prendre ici, c'est pas grave. Juste pour... Je crois pas qu'il y ait de grand chose derrière, mais je vais juste voir qu'est-ce qui a été annoncé pour pas m'embêler les pinceaux. Ah non, c'était juste les posts que je croyais que c'était un thread. Ok. Donc c'était juste du teasing. Mais bon, il y a quand même des trucs intéressants là-dedans, notamment au niveau l'efficacité en gaz déjà. Donc pour ceux qui ont LP sur Map, vous savez que ça peut être assez coûteux en fonction du nombre de
tick de votre position. Donc là, il y a pas mal d'optimisations qui vont être proposées pour réduire ça, ce qui va aussi du coup réduire le coût de création des pools. Vous vous en fichez peut-être, mais ça impacte en tout cas les projets. Hein. Personnellement, j'ai dû facilement brûler 5 ou 6 Ethers à créer des pools sur Maverick. Bon, ça en valait la chandelle, mais quand même, ça vous donne une idée des coûts concrets. Cette question donc des émissions, uniquement sur les boosted position, donc en un mécanisme pour amplifier les incentives externes qui ont été posés sur le protocole pour ceux qui possèdent du VEMAV, ou alors en bribant les voteurs de VEMAV. Et cette fameuse VE Factory, vous en saurez plus dans quelques semaines. Ouais, bon, c'est un peu lame, je peux pas vous dire grand-chose dessus, mais en tout cas, ça va être intéressant. Bon, ça fait longtemps qu'on l'attendait, cette petite mise à jour. Elle est plus très loin maintenant, je peux vous dire ça. Donc juste suivez le compte MAV sur les prochaines semaines. Vous aurez de quoi faire côté alpha. Et à la rigueur, on se refera un petit point rapide quand ils auront annoncé plus de trucs. Parce que on pourra en parler librement. Sinon, tant qu'on est sur les V2, il y a la fameuse V2 de Liquity que je ne sais pas si on avait déjà discuté sur le channel, probablement pas vu que j'ai pas fait un live depuis un bout de temps. Donc on me proposait sur Discord d'en faire un petit point rapide. C'est vrai qu'il y a pas mal de choses à dire. Donc pas mal de choses. On va commencer par la question de qu'est-ce que c'est concrètement, parce qu'il y avait déjà eu, pour ceux qui suivaient, une V2 de Liquity annoncée au dernier ICC, mais c'était une V2 différente. C'était un modèle basé sur un réserve back stablecoin. Donc stablecoin backé par une réserve, qui est un modèle qu'on peut voir en production chez Protocol FX. Et au final, cette approche a été abandonnée. Il y a eu un pivot pour revenir sur une approche CDP. Et c'est donc celle-là qu'on va discuter aujourd'hui. Pour les raisons du pivot, pour le dire simplement et en considérant toutes les choses à considérer, la team Liquity est très risque averse, comme on dit en anglais. Elle n'est pas du tout lancé des protocoles qu'elle juge risqués sur le mainnet. Il y avait même déjà eu un peu d'hésitation à l'époque du lancement des Chicken Bonds parce que on trouvait ça un peu trop dégène pour ce qui est fait habituellement. Et donc, c'est un peu cette même ligne de raisonnement qui a amené à ce pivot. C'est que le modèle avait des propriétés intéressantes, le modèle réserve, mais malgré de la recherche très aboutie et de la modélisation, ils n'ont pas trouvé de manière de compresser ces risques sous un niveau qui est acceptable pour eux. Donc, ça a donné cette question du pivot vers une amélioration de la V1, en fait, hein, donc un modèle CDP, mais avec pas mal de choses qui changent. Et notamment, c'était une idée qui déjà tournait, l'idée de... pour le mettre simplement, tout le monde fork Liquity, pourquoi Liquity se forquerait pas lui-même mais du coup de faire les choses bien, quoi. Et l'idée qui est un peu comment on dit ça en anglais, en français, pardon, le breakthrough, l'idée qui a débloqué toute la situation, c'est ce concept des taux d'intérêt définis par les utilisateurs, puisque ça résout un peu la plus grande limite qu'on a pu observer sur l'itération actuelle de Liquity, qui est toute cette question des rédemptions qui viennent dans des situations où les taux offerts, les taux sans risque offerts, enfin sans risque, bon on se comprend, offerts sur les stablecoins peuvent être assez conséquents, 10-15%, et ça crée des situations où du coup des gens viennent emprunter sur Liquity puisque ça coûte 0,5% une fois à l'initiation, pour après échanger leur LUSD pour d'autres stablecoins sur lesquels ils peuvent faire 15, 20, 30% en fonction de
combien ça paye en ce moment. Et donc ça, bien sûr, c'est un enjeu puisque ça crée une pression baissière importante sur le stablecoin, vu qu'il est vendu en grande partie par ses emprunteurs. Pression baissière qui se résout par des rédemptions, donc c'est le mécanisme de stabilisation pour l'equity, mais rédemptions qui se font donc à un niveau de collatéralisation de plus en plus élevé, ce qui aboutit à une expérience pour les emprunteurs qui est loin d'être idéale et qui peut être frustrante pour certains. Donc, l'idée principale de cette V2 est assez simple, c'est que ça change la manière dont les rédemptions fonctionnent. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, les rédemptions vont dans l'ordre du trove de la position la moins collatéralisée du protocole et remontent en fonction de combien a été redeem. Sur cette V2, les rédemptions se feront en gros en fonction du taux d'intérêt des positions et non plus de leur niveau de collatéralisation. Et donc ça, ce que ça veut dire, c'est que ça offre une manière beaucoup plus prévisible aux utilisateurs qui veulent éviter les rédemptions de se protéger contre les rédemptions. Il suffit qu'ils acceptent de payer un taux d'intérêt plus important que d'autres utilisateurs. En tout cas, on garde quand même cette logique d'un jeu au niveau du protocole en lui-même, puisque concrètement, il n'y a pas de valeur absolue. C'est pas parce que vous payerez 10% de taux d'intérêt que vous serez immunisé aux rédemptions. Tout dépend de qu'est-ce que font les autres. Donc, il faudra quand même regarder à gauche et regarder à droite pour savoir où est-ce que vous mettez le créneau des taux d'intérêt si vous voulez vous protéger des rédemptions. Mais quand même, je trouve ça assez élégant, et surtout ce concept de taux d'intérêt défini par l'utilisateur, je trouve ça vraiment aligné avec cet esprit DeFi des origines, on va le dire, puisque voilà, c'est quand même assez philosophiquement intéressant, cette idée que tu empruntes dans tes propres termes, quoi, et littéralement tu nous dis combien tu veux payer. Après, il y a des conséquences, bien sûr. Hein. Bonjour, j'aimerais payer 0%. Bon, ok, très bien, mais tu vas être premier en ligne pour les rédemptions. Je suis pas sûr que le 0 soit une possibilité, d'ailleurs, mais bon, quelque chose très proche de 0 le sera. Quand même, il y a une dimension intéressante dans cette question de définir soi-même son taux d'intérêt, et aussi dans cette question que ça aboutit à un bon équilibre, puisque il y a quand même conscience, bien sûr, que tous les utilisateurs n'auront pas envie forcément de gérer leur taux d'intérêt. Ça peut être vu comme complexe ou beaucoup de travail ou que sais-je. Et donc il y a cette question, que là je trouve c'est quand même un concept qui fait péter des crânes, on a essayé de raconter ça à un banquier classique, de délégation du taux d'intérêt. Et donc là, ça me semble assez explicite, mais juste au cas où, ça vous permet en gros de déléguer la gestion de votre taux d'intérêt à un autre wallet. Donc ça peut être utile aussi bien si par exemple vous avez votre trove sur un bon setup bien sécurisé, mais vous préférez avoir la gestion de l'intérêt sur un wallet où vous pouvez signer plus rapidement ou quand vous êtes en déplacement ou autre. Donc ça peut être pour votre gestion personnelle à vous, mais ça peut être aussi pour des questions de gestion par une tierce partie. Et donc là, typiquement, est envisagé à peu près tout ce que vous voulez. Vous-même, vous pourriez être un gestionnaire de taux d'intérêt sur l'Equity V2, si ça vous chante. Mais en gros, est envisagé une multitude d'entités qui vont proposer leurs services à ce niveau-là, avec des mandats qui peuvent être différents. Donc, du mandat allant du OK, avec moi, tu vas payer le moins d'intérêt possible, mais par contre, fais gaffe, on va peut-être se faire redeem. OK, avec moi, le but, c'est qu'il n'y ait jamais un seul LUSD V2 sous mon mandat qui soit redeem. Mais par contre, on va probablement être dans la fourchette haute des taux d'intérêt. C'est du jeu, ma pauvre Lucette, grosso modo. Là-dessus, ça va être assez intéressant. Je ne sais plus où ça en est exactement, mais il y a une question de... il y a un modèle envisagé un peu comme pour les front-end actuellement de l'Equity V1, où il y aura potentiellement une petite commission que pourront mettre en place ces gestionnaires de taux d'intérêt. Et donc, ça peut donner des choses assez cool, une activité qui se professionnalisera peut-être, mais en gros, une compétition assez saine pour les utilisateurs qui, encore une fois, restent en mesure, s'ils le veulent, de gérer entièrement par eux-mêmes leur taux d'intérêt, s'ils le préfèrent ainsi. Mais grâce à cette commission, je pense que ça devrait amener à
une professionnalisation de cette offre de services de gestionnaire de taux d'intérêt assez rapide et efficace. Donc voilà, à voir. Et puis ça peut créer aussi des flux sympas pensés au protocole, pas au protocole, aux teams qui construisent dessus. Typiquement le DeFi Saver par exemple. J'imagine que quand ils ont vu ça, ils ont dû saliver parce qu'ils se sont dit oh là là, attends, moi je vois déjà un petit bot qui va te faire ci, ça en fonction de ci et ça. Et bon, là, s'ils font effectivement un bot très efficace, ils pourront se configurer une petite commission et donc se faire une source de rendement pour le travail qu'ils font, qui est quand même assez très utile à tous ceux qui utilisent. Concrètement, pour changer le taux d'intérêt, ça sera, il n'y a pas que, justement, c'est dynamique dans le sens qu'il n'y a pas besoin de refaire un trove. Vous le choisissez à l'ouverture du trove, mais ça sera changeable par une transaction. Et si vous êtes dans une situation où vous êtes délégué à un gestionnaire de taux d'intérêt, il n'y aura rien à faire. C'est juste le gestionnaire de taux d'intérêt qui, si besoin est, fera une transaction pour changer le taux d'intérêt défini sur son mandat. Et ça affectera immédiatement tous les utilisateurs qui sont sous son mandat. Donc ouais, cette idée-là, moi je trouve ça vraiment cool. Délégation du taux d'intérêt, ma banquière vient d'avaler cette touillette de café. Ouais, c'est à peu près ça. Mais donc pas besoin d'ouvrir, fermer le trove pour changer le taux d'intérêt. Ça se fera par une transaction. Délégation possible. Délégation aussi bien entre vos wallets, si vous avez des logiques, une infrastructure de wallet un peu plus avancée, ou à des entités qui se proposeront ça comme un service. Ah oui, et c'est vrai que du coup j'ai oublié, mais c'est assez évident, le passage à un taux d'intérêt plutôt qu'un taux d'initiation, comme c'est sur l'equity. Bien sûr, bon là, c'est dommage d'un point de vue... j'aimais beaucoup l'idée, encore une fois, au niveau philosophique, d'avoir un taux d'intérêt payé à l'initiation et c'est fini, basta. C'est juste que dans les conditions de marché volatiles comme on peut avoir en DeFi, c'est quasi impossible à équilibrer, puisqu'il faut être capable d'anticiper le futur. Et voilà, on ne sait pas encore le faire. Donc le passage à un taux d'intérêt permet d'avoir une situation beaucoup plus... avec moins d'inertie, en fait, et qui se met à jour plus rapidement. Une bonne métaphore pour comprendre l'essentiel des différences et comment elles se connectent ensemble, c'est ce concept de... en gros, quand les taux d'intérêt ont changé en moyenne, là on parle des taux d'intérêt en moyenne dans la DeFi, donc ce que les gens sont prêts à payer sur AV, là où est le DSR de Maker, des choses comme ça. La version 1 de l'equity, elle s'ajustait par le supply de l'equity. Donc comme on l'a vu, là on est arrivé à la fin de cette phase, maintenant le supply de l'equity est stable, mais il y a eu une grosse phase de rédemption qui a amené une réduction importante du supply de LUSD d'environ 300 millions à 130 millions, un truc comme ça aujourd'hui. Le protocole s'est adapté, il a trouvé sa stabilité, mais ça s'est fait par une réduction du supply de 170 millions, ce qui est quand même pas le plus idéal. La même situation sur la V2, et ça a pris dizaines de mois, un truc comme ça, peut-être un peu plus. La même situation sur la V2 se stabiliserait beaucoup plus rapidement, et non pas par le supply, mais par le taux d'intérêt. Donc ça créerait une boucle où, mettons, si on a un équilibre à l'heure d'aujourd'hui à 3% de taux d'intérêt sur l'equity V2, puis tout d'un coup c'est la fiesta, maintenant le DSR il passe à 20%, vous mettez des stables sur AV c'est 22%, que sais-je. En gros, l'equity devient peu compétitif en taux d'intérêt, peu cher en taux d'intérêt moyen, sans risque de rédemption par rapport aux autres. Bon, il va se passer ce qui se passe d'habitude, les gens ils vont venir, ils vont emprunter, ils vont dumper le LUSD V2 pour aller mettre ça en DAI DSR, ok, très bien. Au fur et à mesure qu'ils font ça, ils créent une pression pour de la rédemption, donc, puisque ça va pousser le nouveau LUSD, le LUSD V2, on va l'appeler comme ça, sous le PEC. Donc il y a des gars qui vont l'acheter pour faire des rédemptions. Ils vont faire des rédemptions, du coup, cette fois-ci sur les gars qui auront les taux d'intérêt les plus bas. Et donc, en fait, ça va pousser très rapidement les utilisateurs et les prestataires de gestionnaires de taux d'intérêt qui le font pour d'autres, à augmenter le taux d'intérêt moyen pour, grosso modo, s'aligner sur ce qui se fait ailleurs. Et la stabilité du LUSD va être très peu challengée au final. Et assez rapidement, on va retrouver un nouvel équilibre à 15-20%, qu'importe le chiffre,
mais à quelque chose qui correspondra à une valeur à peu près alignée avec les autres protocoles. Alors, c'est pas impossible que même le taux d'intérêt moyen se stabilise généralement un peu au-dessus d'autres protocoles, c'est mon hypothèse actuelle, tout simplement parce que c'est le fameux premium de la résilience qui avant se manifestait dans le prix du LUSD. Il n'est pas impossible qu'il se manifeste dans le taux d'intérêt. Donc c'est-à-dire que si vous empruntez du DAI en moyenne à 15%, ça ne m'étonnerait pas que vous emprunteriez du LUSD V2 en moyenne à 18% ou un truc comme ça. Quand je dis en moyenne, c'est de manière à être raisonnablement sûr en dehors de la zone de rédemption. Mais bon, ça, bien sûr, c'est des assumptions. Ça reste à voir comment ça va se goupiller. Alors, pour les quelques questions, le collatéral, c'est mentionné dans le post ici, mais en gros, il y aura des LST et de l'Ether comme collatéral. Ils n'ont pas encore révélé quels LST seront ajoutés. Et pour les gestions de taux d'intérêt, il y a une question de commission, en effet, Mamati, mais c'est comme pour les fontaines. Elle peut être de 0, s'ils le veulent. Donc tu peux envisager des gestionnaires qui seront vraiment dans une logique public good, quoi, j'ai envie de dire. Ou alors des gestionnaires qui prendront une petite commission. Ça reste à voir, puis après ça dépend du travail qu'ils vont fournir. Et on est en train de regarder du côté du collectif pour nous-mêmes être un gestionnaire de taux d'intérêt. Où on sera, nous, sur un mandat conservateur, donc c'est-à-dire qui minimise vos chances de rédemption, mais qui ne sera pas le plus compétitif en termes des coûts de l'emprunt. Et ça correspondra au mandat qu'on utilisera nous-mêmes pour notre propre position sur l'Equity V2, donc pour la position du collectif. Et donc on se dit, tant qu'à faire, si on gère notre propre position, on peut proposer notre service en gestionnaire de taux d'intérêt. Pour la commission, je ne sais pas encore si on en mettra une, mais c'est possible que oui, parce que mine de rien, on va pas s'asseoir sur une source de revenus pour les fourmis. C'est pour la bonne cause de la DeFi de toute manière. Donc voilà. Et après, il y a quelques autres trucs qu'on n'a pas encore abordés. Donc il y a cette question de les incentives de liquidité construites au niveau du protocole. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'avec ce taux d'intérêt, on a maintenant une source continue de stablecoin, grosso modo, au niveau du protocole, qui vient remplacer les frais d'initiation et de rédemption qu'il y a sur V1, qui étaient des frais one time, une fois, au moment soit de l'initiation d'un prêt, soit d'une rédemption. Et maintenant, il y a toute la question de quelle cuisine est faite avec ces frais, et où est-ce qu'ils sont renvoyés. Et donc c'est ça un peu ces deux paragraphes-là. Donc il y a cette question de déjà la stability pool, mais qui, contrairement à la version 1, ici sera directement exposée aux frais du protocole. Donc c'est-à-dire qu'en tant que déposant dans cette stability pool LUSD V2, vous recevrez un rendement qui correspondra grosso modo au taux d'intérêt payé par les emprunteurs, moins les autres choses qui vont être faites avec le frais. Et donc il y a toute cette question de liquidité et peut-être d'autres distributions de frais envisagées. Là, je n'en sais pas plus que vous là-dessus pour l'instant. Et je crois que c'est à peu près tout pour les principaux changements. Donc il y a ce grand post en anglais, si vous voulez regarder plus tranquillement après, je vais vous le mettre dans le chat, que vous trouverez sur le compte Liquity. Hop. Mais dans l'ensemble, vraiment intéressant. C'est, je crois qu'il y a une date là-dedans, non? Est-ce qu'ils ont mis une date? Ouais, late Q3 2024. Donc Q3, c'est à partir de quoi? Septembre, octobre, novembre? J'ai du mal. Le 6e mois de l'année, c'est juin et c'est la fin du Q2. Donc juillet, août, septembre. Donc late Q3, ça veut dire septembre, grosso modo. Donc on n'est plus très loin maintenant. On est en avril. Waouh. Donc dans 3-4 mois, peut-être un peu plus. 5. Ça devrait arriver dans les bacs.
Et ça parle pas de cross-chain, mais on peut s'attendre à quelque chose de similaire à ce qui est fait sur la V1. C'est-à-dire que l'emprunt se fera sur le mainnet avec potentiellement des accès poolés depuis des L2, comme ce qui est déjà le cas sur la V1, où je vous rappelle que vous pouvez emprunter depuis Starknet directement sur l'Equity V1 en utilisant une solution développée par Nibora. Donc voilà, l'accès poolé depuis des L2 ZK. Et sinon, le stablecoin en lui-même disponible sur différents réseaux. À voir quand ça sera annoncé. Et bien sûr, au collectif, on suit ça de très près. On sera paré pour donner du soutien en termes de liquidité sur ce LUSD V2, tout en continuant à soutenir le LUSD V1, qui, oui, peut-être je ne l'ai pas dit, mais du coup, la V1 qui continuera son bout de chemin, puisqu'elle est inarrêtable, et qu'il n'y a pas de fonction de pause ou quoi que ce soit dans les contrats, et qu'il n'y a pas de raison de la poser non plus, puisque... ah oui, je vais vous mettre le Starknet Liquidity. Bien vu, c'est Nibora, je crois qu'il s'appelle, les gars. On va le retrouver rapidement. Ouais, c'est eux. Je vous mets ça dans le chat. Ouais, donc la V1, pardon, pour finir là-dessus, qui est inarrêtable et qui a en plus une belle quantité de liquidité capturée de manière permanente, entre 11 et 12 millions de dollars minimum sur LUSD sur Curve. Donc pas d'inquiétude à avoir côté V1, hein, si vous avez des LUSD ou des choses comme ça. Ça continuera de tourner. Et que vous soyez emprunteur ou juste possesseur de LUSD, et bon, toutes les fonctions resteront disponibles, puisque de toute manière, elles ne peuvent pas être arrêtées, donc la rédemption, et ainsi de suite. Donc, pas d'inquiétude à ce niveau-là. Et là, ce que je vous montre à l'écran, c'est donc Nibora, je ne sais pas comment on est censé dire. C'est en gros, c'est un accès poolé à l'equity depuis Starknet. Qui est... vous propose donc en fait, c'est une sorte de... C'est un peu comme si vous faisiez un gros trove avec plein de potes et que vous gériez l'accès à ce trove par Starknet et qu'après, le pote en charge de renvoyer ça vers le mainnet, il faisait le renvoi vers le mainnet, quoi. C'est un peu ça l'idée. Il vous propose 2 taux de collatéralisation différents qui sont quand même assez élevés. Gardez en tête aussi que c'est... élevé, mais c'est aussi par rapport au risque de rédemption sur mainnet. Donc c'est plus trop des questions de liquidation en ce moment, vu qu'on est dans un environnement de grands taux d'intérêt, quoi. Mais c'est plus des questions d'éviter les rédemptions. Et ça fait partie du DeFi Spring de Starknet. Donc vous avez des incitations en Stark pour emprunter des LUSD là-bas. Donc c'est assez chouette. Et quand ça joue donne tout, si vous avez emprunté des LUSD, il me semble qu'il y a de la liquidité sur Ecubo ou peut-être d'autres DEX de Starknet. Donc il y a des choses à faire avec vos LUSD là-bas. Ça peut valoir le coup de tenter le coup. Surtout pour ceux qui n'ont jamais utilisé l'Equity, parce que ça vous permet d'avoir un accès à l'Equity. Mais concrètement, dans votre perspective à vous d'utilisateur, c'est entièrement par Starknet, mais en dessous, en sous-jacent, c'est un trove créé sur le mainnet Liquidity. Hein. Il n'y a pas de déploiement d'ailleurs. C'est quoi ce truc Vésus, Nelson? Où tu parles de Vénus? Mais donc voilà, ça c'est Nibora. Je ne sais pas s'ils ont d'autres protocoles maintenant. Ou non, ils ont encore que Liquidity. Mais en tout cas, très cool. Parce qu'en gros, leur tech, elle est utilisable sur d'autres sujets, hein, vraiment d'autres protocoles, pardon. Vraiment dans cette logique de vous donner accès à un protocole L1 via un L2 et avec leur système entre les deux qui agit comme... c'est un peu comme la logique des roll-up, quoi, qui agit comme un petit bus de ramassage scolaire, remplit le bus et hop, renvoie le bus vers le L1. On pourrait le décrire comme ça à un haut niveau.
Alors bien sûr, il y a des contraintes. Vous avez bien vu que par exemple, vous avez le choix entre deux taux de collatéralisation donnés et basta. Tout simplement parce que bon, il y a deux tropes sous-jacents sur le mainnet. Et que du coup, vous avez un peu moins de liberté que sur le Liquidity de base. Mais quand même, dans l'ensemble, je pense que le compromis est plutôt intéressant. Alors c'est quoi ce truc de Vesus? Attendez, je vais vous le mettre dans l'écran que je partage, comme ça on peut regarder ensemble. Je n'ai pas vu cette histoire-là, tu me prends par surprise, Nelson, mais c'est pas grave. Ah, un truc modulaire de lending sur Starknet. Oh, il y a tellement de... Il y a tellement de protocoles sur Starknet, mais c'est pas encore lancé ça. Il n'y a rien. Oui, d'accord. Bon, ben, il y a une doc, il y a quelque chose? Pas de gouvernance, des hooks et un modèle pooled à la AV. Ok, why not? Bon, à voir quand ça sera dispo. Ah, mais oui, d'accord, c'est le protocole de Niels. Enfin, Niels, il est impliqué là-dedans. Oui, j'ai raté ça, pardon. C'est sur ma liste. Et je me disais que j'avais le nom quelque part. C'est ouais, c'est en effet Niels qui est impliqué là-dedans. J'ai pas encore fait mes devoirs. Ça sera supporté par le collectif si ça correspond aux guidelines. Guidelines qui arrivent d'ailleurs dans les prochains jours. Hein. On est le 2 avril, ça va. On visait la fin du mois de mars pour les publier. On est juste en train de finaliser une dernière relecture qui vous donnerait une idée de qu'est-ce qu'il faut faire pour entrer dans ces guidelines, même si vous l'avez bien compris. Si vous m'avez suivi depuis longtemps, vous savez déjà à peu près par vous-même, pour les plus expérimentés, disons, qu'est-ce qui rentre dans ces guidelines ou pas. Et on a aussi une logique à 3/3 maintenant, qui est grosso modo les protocoles qu'on qualifiera de genuine DeFi en anglais, donc de véritable DeFi. Les protocoles qui seront considérés en chemin vers la décentralisation, et des protocoles qui seront qualifiés de on-chain CeFi, donc c'est-à-dire CDFI, en gros, c'est le fameux, moi ce que j'appelais du DINO, du Decentralized in Name Only, des protocoles qui ont trop de paramètres qui font qu'ils ne sont même pas vers un chemin de décentralisation crédible. Encore en train d'articuler ça, mais probablement aussi certaines conditions, paramètres ou attitudes qui, en gros, mettront de facto un protocole dans cette catégorie-là, sans même avoir à en faire une analyse. Tout simplement parce que ça sera des attitudes, des propriétés, des choses considérées comme non seulement indésirables, mais aussi intolérables, pour avoir une DeFi sensée, responsable, transparente. Donc, bon, voilà, ça, c'est pas très, très surprenant, je pense. En parlant de ça, on peut passer au prochain sujet, j'imagine. On a parlé de Liquidity, on a parlé de Diane. On fera les VE à la fin, tiens. On a parlé de MAV. Donc, on peut faire le prochain sujet qui tombe à pic, puisque... Waouh, pourquoi ça met des vieux tweets comme ça quand on va sur mon profil? C'est marrant. Ça me sort les tweets de 2021, quoi. Bah, j'arrive même pas à retrouver le dernier tweet. Bon, c'est pas grave, je vais le... comment je peux le retrouver? Est-ce que je voulais juste un lien vers ça? Bam, bam, bam. Juste une seconde. Si je sais par Telegram, les petits save messages, on va faire comme ça. Petit problème technique, c'est le direct. Ces choses sont des choses qui arrivent. Et j'arrive tout de suite. Hop, 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 hop.
Donc il y a celui-là. Et il y aurait celui-là aussi, il faut que je le retrouve vite fait. Hop, hop, hop. C'est bon, je les ai. On va pouvoir les regarder ensemble, que je parle pas tout seul avec mon téléphone dans la main. Celui-là. Non, tu vas pas me donner le thread? Oh, aïe, 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 aïe. Quelle horreur Twitter quand t'es pas connecté, c'est vraiment pitoyable. C'est pas grave. Et il y aurait celui-là. Et là c'est pareil, il va pas me donner le thread, donc je vais quand même aller chercher le thread parce qu'il nous faut juste le message de fin, parce qu'il nous faut l'adresse pour la petite conversation marrante on-chain. Hop, hop, hop. Donc ça serait celui-là. Voilà, on a tout. Alors. Ah, merci. Merci, Fred. C'est bon, je les ai trouvés. C'est quoi, celui-là? C'est des... Ouais, c'était celui que j'ai cherché le premier. C'est bon, je les ai. Donc, comme vous le savez peut-être, il y a eu un hack d'un protocole Prisma Finance il y a 4-5 jours maintenant. Il y a plusieurs choses intéressantes sur ce hack qui vont de la communication à ses raisons, à pas mal de choses en fait. On va la regarder tranquillement. On va regarder aussi le post-mortem, mine de rien. Hop, donc voilà, ils appellent ça un exploit. Voilà, c'était le 28 mars. Et en fait, je pense que c'est intéressant de regarder comment ça s'est passé, parce que ça vous donne un peu pas mal de choses. C'est un peu la mise en pratique de pas mal de choses qu'on a discutées dans des précédents lives. Ah pardon, je suis sur le mauvais browser. Vous voyez pas les trucs que je vous partage depuis tout à l'heure. C'est pour ça. De tension. Donc le post-mortem, ça on s'en fout, ça on va en avoir besoin. Je me suis embrouillé entre Brave et Firefox. Et hop, ça on s'en fout. Ouais, ça devrait être les plus utiles. Donc c'est bon, vous avez le post-mortem. Donc on a plusieurs choses intéressantes dans ces événements. Donc, le truc principal à comprendre, c'est que j'ai envie de dire que c'est un contrat exceptionnel qui a été affecté, puisque c'est un contrat de migration. Donc, il faut peut-être se remettre en contexte, mais en gros, est-ce qu'on va les retrouver comme ça? Ouais. En gros, Prisma Finance s'est lancé il y a quelques mois maintenant. Il s'est lancé avec une première génération de Trove, qui sont les V1, qui mettent plus en avant sur leur site, et là je ne peux pas vous montrer, qui avaient des taux d'intérêt beaucoup plus faibles, à 4%. Et ils ont éventuellement mis à jour vers V2. Et est-ce qu'on peut voir la liste des volts? Ouais, c'est ça. Ah non, ça c'est la liste des positions. Et voilà, vous pouvez voir les V1 ou les V2. Et vous voyez surtout que le gros de la valeur est encore dans les volts V1. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc là, vous voyez qu'on a, hop, rien que sur le Wrapstakis V1, ici, on a une trentaine de millions. Alors qu'en V2, on doit avoir 3-4 M à tout péter, tout mis ensemble. Et pareil sur les autres collatéraux. Voilà, en Fraxis V1, on va avoir, je sais pas, 12, 13, 15 millions. En V2, tout mouillé, on a peut-être 5-6 M. Et ainsi de suite. Ah ben on peut les voir là, je suis bête. Total collatéral en V2, 9M. En V1, 15M pour Fraxis. Sur CBIS, en V1, 4M. En V2, 0. Sur RIS, en V1, 3M. En V2, 5M. Donc il y a un peu plus sur la V2. Et sur Wrapstakis, en V1, 30M. Et en V2, 5M. Donc il y avait un enjeu pour eux de migrer ces volts vers les nouveaux volts V2, qui ont des APR, des taux d'intérêt beaucoup plus importants et modulables.
Et donc, il y avait ce besoin. Ils ont lancé une fonction de migration, qui a un petit nom Migrate Through App. La vulnérabilité, le problème a été trouvé dans ce contrat-là qui gère les migrations. C'est une opération qui a en gros affecté les gens qui avaient qui avaient une question, qui avaient une disapproval par rapport à ce contrat-là. Et concrètement, en gros, c'est un arbitrage qui n'était pas possible, qui aurait pas dû être possible, qui a été permis par cette fonction de migration qui fonctionnait pas bien, où l'attaquant migrait un trove et le réouvrait en prenant la différence de collatéral. Il y a eu environ 11 millions de dollars de perdus, 3300 Ethers. Et il y a plusieurs choses à discuter par rapport à tout ça. La première, c'est que, et ça c'est un bon exemple de comment interpréter ces post-mortem qui ont tendance à être très longs, c'est que un des premiers trucs que j'ai fait, et j'étais déjà quasiment sûr de mon interprétation à l'époque, c'était, je me suis dit, le contrat n'était pas audité. C'était avant, on va voir la conversation avec le hacker après, mais c'était mon intuition. Et donc j'ai fait une chose simple, c'est un CTRL F sur le post-mortem, ça parle pas d'audit. Et là, vous savez que ça sent pas bon. Parce qu'en fait, généralement, les teams, ce qu'elles vont faire dans un post-mortem, c'est se défausser sur le pauvre auditeur en disant « Ah oui, mais regardez, on a été audité par le Trail of Bits, donc on a fait ce qu'on a pu, mais voilà, on s'est fait hacker, pas de chance, quoi. » Si ça vous parle pas d'audit, c'est que l'audit n'existait pas. Donc on va déjà commencer par là. Donc on est donc sur une mise à jour du protocole non audité qui a été poussée en production et qui a eu pour résultat d'avoir une perte sèche de 11 millions de dollars en Ether. Donc ça c'est déjà pas fou, hein. Je vous laisserai juger de qu'est-ce que ça implique pour vous, si vous étiez utilisateur ou autre, ça c'est un autre problème. Une autre chose qui m'a dérangé, moi, c'est que on n'a toujours pas eu de message nulle part de la part de l'équipe pour reconnaître que le code n'était pas audité, sauf, et ça c'est sportif, dans cette conversation avec le hacker, qui, je vais vous la mettre dans le chat, si vous lisez pas l'anglais, ça peut valoir le coup de la traduire parce qu'elle est intéressante. Conversation où en gros, alors après chacun croira ce qu'il voudra, hein, mais le hacker se présente comme un white hat, donc un hacker bien intentionné, et c'est le premier message qu'il envoie, c'est « Bonjour, je suis un white hat ». Enfin, c'était une attaque white hat. Qui est-ce que je contacte pour le remboursement? Et là, ils lui mettent une adresse email avant de... En gros, je pense que le hacker tenait à ce que la conversation ait lieu publiquement, pour des raisons qui peuvent être compréhensibles. Donc, il a continué ici, en posant des questions, 3 questions, qui sont qu'est-ce que vous pensez du terme smart contract? Est-ce que les contrats ont été audités avant le déploiement? Et quelles sont les responsabilités des développeurs dans un cas comme ça? Bon, je ne vais pas vous faire toute la conversation, mais en gros, dans la perspective du hacker, on comprend que il estime que le problème semble assez basique, et donc il a une certaine certitude qu'il n'y a pas eu d'audit, parce que le moindre audit aurait trouvé la faille immédiatement. On pourrait, peut-être que j'interprète un peu, mais en tout cas, moi, c'est ce que je comprends de sa conversation. Là où c'est intéressant, c'est que dans la seconde réponse de Prisma, on a une reconnaissance de ça. C'est ça qui me permet de vous dire avec toute certitude maintenant qu'il n'y a pas eu d'audit. Dans une tournure quand même assez... voilà, quoi. Dans cette circonstance, une petite partie du code a été ratée dans notre processus d'audit. Manière de vous dire qu'on n'a pas audité ce code de migration. Mais voilà, un peu fort en café comme manière de le dire, je trouve. Et donc, ça, c'est la reconnaissance publique de la part de Prisma, hein, parce que bon, voilà, Prisma Deployer qui balance ça au hacker. Je pense qu'ils n'ont pas saisi peut-être qu'est-ce que ça impliquait. Mais à part ce message on-chain qui spécifie ça, on n'a nulle part mention
Je rappelle, dans le post-mortem, ça ne parle pas d'audit. Nulle part, ça parle d'audit, et c'est un peu le sujet... c'est le Voldemort de ce hack, quoi, j'ai envie de dire. Il ne faut pas prononcer son nom, prononce pas le mot audit si tu discutes de ça. J'ai levé le sujet sur Twitter, et on m'a répondu sur plein de choses, mais pas sur ça, grosso modo. C'est ça aussi qui est marrant, hein, les tactiques habituelles. Veut dire me traiter de nom, qu'importe, j'en ai rien à faire de ce que les lamas me qualifient. Mais le sujet n'a toujours pas été discuté nulle part, que ce soit sur leur Twitter, sur leur Discord, je sais pas, je suis pas vraiment les annonces, mais en tout cas sur le post-mortem, on pourrait s'y attendre. Et ça n'est pas le cas non plus. Donc ça, je trouve que c'est quand même quelque chose d'intéressant. Et c'est là où je me serais attendu à ce qu'il y ait un peu une pression un peu plus élevée de la part de la communauté pour qu'on me comprenne bien. Hein. Je suis pas en train de dire « Oh là là, quelle bande de monstres », tout ça. Je suis juste en train de dire « T'as fait une connerie, très bien. » Ben, le minimum de décence vis-à-vis de tes utilisateurs et de la communauté en général, c'est de reconnaître ta connerie. Ce code n'a pas été audité, tu le reconnais. On commence par là. Sinon, après, on est mal barré, quoi. Parce que bon... Et le pire, c'est que ça a déjà été fait. Tout le monde le sait. C'est juste que, en gros, pour des enjeux de communication, ils veulent pas le reconnaître nulle part, que ce soit dans le post-mortem ou autre, parce qu'ils savent très bien que, grosso modo... parce que là, il y a peu de gens qui ont vu ces messages-là on-chain. Mais s'ils le reconnaissent publiquement, bon, les gens, même leurs propres utilisateurs, vont être assez énervés. La question logique après, c'est donc, tu es en train de m'expliquer que tu as poussé une mise à jour du protocole qui transfère des quantités importantes de fonds, enfin, par rapport à une fonction qui aurait été amenée à transférer des quantités importantes de fonds de la V1 à la V2, tu n'as pas estimé pertinent de faire un audit là-dessus. Donc ça, c'est un peu ce qu'il y a d'intéressant dans cette conversation. Après, le hacker a d'autres demandes. Il leur demande de faire un live stream où tous se présenteraient avec leur carte d'identité, donc comme une sorte de KYC, s'excuseraient, et dans cette session, ils expliqueraient qu'est-ce qu'il avait demandé, les erreurs qui ont été faites, quelle partie a audité les smart contracts, donc personne, et quel est leur plan pour améliorer la sécurité dans le futur, et en gros éviter que ce genre d'expérience se renouvelle. Donc, bon, après, les développeurs sont anon, peut-être ça c'est un élément de contexte important, donc peut-être c'est pour ça aussi qu'ils ne sont pas très pressés de faire ce que le hacker demande. Ils ont quand même accédé à une de ces demandes qui était par rapport au post-mortem, où il y avait du langage un peu violent, disons, par rapport à l'attaquant, qui leur a demandé gentiment par rapport au vocabulaire utilisé, de référencer ça comme un exploit, un attaque ou des choses comme ça. Mais bon, voilà, maintenant la conversation est un peu au point mort depuis 2 jours, et on n'a pas tellement plus de nouvelles que ça. Donc c'est un peu la situation. Et voilà à peu près où on en est. La question de l'audit Cloud Venger, c'est qu'il n'y a pas d'audit. Aussi simple que ça, c'est du code non audité, qui était du code critique, qui serait relatif à la migration des positions utilisateurs de la version 1 à la version 2, et qu'on est sur un protocole qui aime bien se mettre en avant à quel point il est audité. Et bon, j'en ai parlé sur Twitter, on ne va pas le refaire aujourd'hui, mais qui aime mettre en avant son immutabilité quand manifestement il est très mutable. Donc voilà, bon, je pense qu'il y a aussi un enjeu de comment la communication se fait, quoi. Et de voir... en fait, ça va être encore le Brice militant, mais en même temps, on ne me laisse pas vraiment le choix. C'est qu'en gros, pour moi, il y a une question de qu'est-ce qu'on tolère et qu'est-ce qu'on ne tolère pas, quoi. Est-ce qu'on tolère ça? Moi, je pense que c'est intolérable, dans le sens où... Pas intolérable dans le sens « Ah, crucifiez-moi ces gars », non, qu'on se comprenne bien. Mais dans le sens, bonjour, vous allez commencer par mettre publiquement un message pour reconnaître qu'il n'y a pas d'audit, ça c'est un. Maintenant, vous allez vous excuser pour avoir, en gros... c'est presque de la fraude à ce stade-là. On met en avant à quel point on est audité et on envoie un code aussi critique sans audit. Je ne sais pas comment qualifier ça autrement, moi. Et
Et voilà, à partir de là, on peut commencer à avoir une conversation saine, quoi. Et écouter les détails, lire vos post-mortem de 3000 mots qui ne mentionnent pas ces choses-là qui sont quand même critiques, et on voit. Mais non, il n'y a pas eu ça. Bon voilà, moi c'est plus ça le nœud de mon problème. Après, je leur souhaite tout le succès dans le relancement du protocole et tout ça. Mais bon, vu comment ça part sur la gestion de ce hack, je pense que la confiance est brisée de manière très très durable. Et que voilà, c'est une question d'attitude. Hein. Et ça, c'est ça qui me dérange le plus. Après, c'est vrai que, bon, bah, comme c'est un fork de Liquity, il y a eu pas mal de discussions par rapport au fait pourquoi j'en parle, mais bon, j'en parle là aussi parce que c'est une question d'exemple. Et c'est marrant, en fait, parce que c'est une illustration d'un des points que je vous parlais tout à l'heure, d'inéligibilité pour le collectif. C'est-à-dire, ce genre de comportement au collectif, on considère ça comme intolérable. C'est même pas reviewable, c'est-à-dire intolérable. C'est-à-dire, en gros, t'as fait ça, on n'en a rien à foutre de ce que ton protocole fait, quoi. On peut pas se permettre de regarder un protocole comme ça pour le considérer pour l'éligibilité de guidelines qui sont censés promouvoir les attitudes les plus responsables pour construire la DeFi la plus résiliente, pérenne et transparente. Là, c'est clairement en opposition avec tout ça. Donc, c'était ça le point essentiel. J'en ai reparlé un peu plus sur Twitter si vous voulez voir le détail. Vous pouvez aller voir la discussion avec le hacker. Ça peut être marrant, c'est assez sportif. Bah oui, il n'y a pas grand-chose d'autre, vu que ça n'en parle pas trop ailleurs. Il n'y a pas eu de mention vraiment dans les médias, vite fait, à part sur le fait que bon, ils ont pris un hack. D'accord, très bien, mais les circonstances du hack racontent une histoire qui est quand même intéressante et qui vaut le coup d'être analysée. Donc c'était tout mon point par rapport à ça aujourd'hui. Et puis comme d'habitude, un gentil rappel que qui dit protocole mutable, donc qui peut être changé, qui n'est pas immuable, dit que des changements sont possibles. Et donc maintenant tout se pose comme question, quel est le processus pour l'implémentation de ces changements? Est-ce qu'il y a vraiment un processus détaillé, soutenu pour l'audit de chacune des mises à jour? Et c'est souvent ce scénario-là du le protocole il était super audité par je sais plus qui, ils sont partis chercher les auditeurs de Liquity, en plus c'est ça qui est marrant, il était super audité par Trail of Beach, je sais pas qui et je sais pas quoi là, mais par contre les mises à jour, zut, on a oublié d'auditer la mise à jour, pardon, zut, il y a un problème dans le code de la mise à jour, désolé, t'as plus d'argent. C'est un flux quand même qu'on a vu pas mal de fois. Ouais, Zelix, Mix of Byte et Nomoy, les auditeurs, pour ce que ça vaut. Mais bon, c'est des audits qui ont été faits sur la version 1 du protocole. Hein. Je suis même pas sûr que le Ultra ait été audité, pour vous donner une idée, on peut aller voir. Hein. Je vais peut-être pas donner des idées aux hackers, mais... Donc ça, c'est un price feed, ok. Donc lui, il couvre quoi? Normalement, les audits vous donnent le scope au début. Et donc là, on a quoi? On a tous les trucs par rapport à la trésorerie, les fees, liquidation borrower operation, ok. Les contrats de staking. Et bon, attends, on va le voir. Normalement, ça va mentionner les coins MKUSD. On devrait avoir une mention de MKUSD là-dedans, vu que c'est le stablecoin qui sort. Bon, après, il y a beaucoup de pages, j'arrive pas forcément à tout charger. Il n'y a pas de mention de MKUSD. Donc ça, c'est pour nos... On va voir pour l'autre. Mixbyte. Allez, charge-toi. Sinon, on va le télécharger, ça va être plus rapide. Ouais. Et on va faire pareil pour Zelic. Voilà, on a les deux qui restent. Donc là, est-ce qu'on va trouver quelque chose sur la MKUSD? J'imagine que oui. Ouais, voilà. Donc ça, c'est pareil. Ça vous dit le scope, ce qui a été audité. Donc on peut aller voir en haut. Généralement, il y a quand même une définition du scope. Hein. Disclaimer. Project of... Security Assessment Methodology, ça devrait être là-dedans.
Bon, non, eux, ils précisent pas le scope en début, c'est marrant. Mais voilà, on voit qu'en gros, ça mentionne MKUSD. Il n'y a pas quoi que ce soit par rapport à Ultra, qui est le second stablecoin qu'ils ont sorti sur, pour les LRT. Bon, après, il faudrait voir la date de l'audit. J'imagine qu'Ultra n'existait pas du tout, même en projet à l'époque. Donc là, on est sur le 3e audit. Bon, marrant, il ne mentionne pas MKUSD non plus. Peut-être qu'il n'avait pas de... Il y a le scope ici, on va voir. Ouais, c'est vraiment les contrats cœur du système, quoi. Tous les contrats qui calculent les rewards, les opérations d'emprunt, le price feed. Et ainsi de suite. Est-ce qu'il y a une doc quelque part? On va prendre doc et GitHub. Ouais, donc il n'y a pas eu d'audit rajouté depuis 2 mois. Et celui-là, est-ce qu'il a une date? Septembre, le 1er septembre 2023. Ouais, donc il y a quand même un petit bout de temps. Je sais plus quand est-ce qu'a été lancé Ultra, mais voilà, peut-être qu'on a trouvé quelque chose d'autre en live. Je ne veux pas donner plus d'idées aux hackers, mais c'est pas impossible qu'il n'y ait pas... Il y ait aussi un petit... comment il disait ça? Un petit moment d'inattention sur le processus d'audit par rapport à d'autres éléments du protocole. Et voilà, on va s'arrêter là. Mais donc les audits, ça vaut ce que ça couvre, bien sûr. Pensez bien à, quand vous êtes sur un protocole qui peut être changé, à ne pas prendre l'audit pour argent comptant. Hein, parce que si c'est un audit qui date d'il y a 1 an et que il y a eu 4 changements critiques depuis, ils ont lancé un nouveau truc, des nouveaux collatéraux, des machins, cet audit, grosso modo, ne vaut plus rien. Enfin, ils jugeaient le protocole version dans le passé, quoi. Donc voilà, ça c'est pour Prisma, c'est déjà assez de temps d'antenne, je pense. Sinon, je vous ai mis un article sur le blog il y a quelques jours, mais c'est vrai que maintenant je suis feignant, je ne les mets plus en français, désolé. Un article sur, en gros, le modèle VE33, en partant surtout sur Vélodrome, qui a connu pas mal d'attention, avec Vélo et Aérodrome récemment. Aérodrome qui est un peu devenu le token de la dégénérie sur Base, qui a attiré beaucoup d'attention sur le modèle en lui-même. Et Vélo qui commence à se réveiller aussi. Hop, je vais vous mettre Vélo ici, et on va prendre RAM, allez, comme ça on a toute la famille. On va les prendre en 3 mois, ça parle un peu plus pour vous donner une idée de quel est le dynamisme. Donc voilà, ça c'est pour les prix, on parle pas trop de prix ici, mais bon, généralement quand il y a un modèle qui marche, c'est quand même assez corrélé, on a une forme de découverte progressive par la communauté du token, et des intérêts qu'il peut y avoir. Donc sur l'article, je vais vous le mettre dans le chat, désolé pour l'anglais, mais vous pouvez le mettre dans un GPT, il devrait vous faire ça. Ça détaille vraiment les modèles, les différences les plus essentielles entre les 2 modèles, entre un modèle VE-CRV qui est quand même très bien documenté, et le modèle VE-Vélo qui est assez différent, même s'il se construit sur la même base. Et donc, une des questions essentielles, c'est cette question de la collecte et la distribution des frais, qui est quand même bien différente. Puisque sur Curve, on est sur un truc assez classique où en gros, la moitié des frais partent au LP, l'autre moitié des frais va vers les holders VE-CRV, sans aucune différenciation entre eux. La quantité de frais que vous recevez dépend uniquement de la quantité de VE-CRV que vous contrôlez, quel que soit votre vote. Et une des principales innovations de Vélodrome, c'est de dire justement, non, attends, deux voteurs, ne sont pas égales. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment tu votes. Et donc, en fait, au lieu de mutualiser au niveau du protocole en lui-même, comme le fait Curve, la redistribution des frais à tous les holders de VE Vélo, ils font l'inverse de mutualiser. C'est quoi?
bref, il ségrège au niveau de chaque pool les frais, et c'est seulement les voteurs de cette pool qui reçoivent les frais d'une pool donnée. Donc si sur Vélodrome, vous votez sur la pool IS-USDC, vous allez recevoir des Ethers et des USDC qui correspondent à votre part des frais collectés cette semaine, proportionnelle à votre pourcentage de vote. Si vous avez mis 10% de tous les votes sur cette pool, vous allez recevoir 10% de tous les frais collectés. Et ça, mine de rien, c'est un changement fondamental en termes de comment ça aligne les participants de l'écosystème, puisque du coup, sur Vélodrome, si vous votez sur une pool qui ne fait pas beaucoup de volume, vous réduisez votre propre revenu en tant que voteur. Alors que sur Curve, encore une fois, qu'importe. Donc sur Curve, la question principale, c'est la bribe. Combien on me paye pour voter sur cette pool? Hop, je prends la plus grosse bribe. J'en ai rien à faire du volume. De toute manière, c'est mutualisé avec tous les VE Survey Holders. Sur Vélodrome, Aérodrome, c'est complètement différent. Ça devient une combinaison de volume, de frais et de bribes, puisque vous êtes donc directement exposé aux frais de la pool. Il y a aussi cette question des bribes, bien sûr, il y a des bribes sur Vélodrome, mais du coup, ça change la logique des bribes, puisque maintenant, ça va être une question de... il y a une sorte de ligne minimum pour briber, si vous voulez, qui n'est plus juste basée sur les émissions qui vont être émises sur la pool, mais qui est basée sur les frais collectés en moyenne sur toutes les autres pools, que pour que votre bribe soit intéressante et que des votants aient envie d'y aller et de prendre votre bribe, il faut qu'elle soit au minimum plus rentable que les pools, disons, organiques, celles qui n'ont pas de bribe, mais qui font du gros volume et qui se tiennent juste par les frais qu'elles collectent. Donc on peut aller voir peut-être directement sur le site, ça sera plus marrant. On va le prendre ici, faites pas ça chez vous, hein, googlez des protocoles DeFi, généralement c'est pas bon signe. Mais là j'ai rien vu que je suis sur cet ordi de stream. Hop, hop, hop. Ok, très bien. Allez. Avec un MetaMask en plus, vous imaginez un MetaMask. Le truc que j'ai pas touché depuis 3 ans. Aïe, aïe, aïe. C'est juste pour voir l'interface un peu. Et notamment cette question des... on va aller voir côté des votes, c'est le plus intéressant. Cette question des pools organiques, ou je sais pas comment vous voulez appeler ça. Mais en gros, des pools, c'est généralement des paires majeures qui génèrent assez de frais pour que les frais collectés correspondent à un rendement plutôt intéressant pour les votants, et donc les votants votent sur ces pools, et donc ils dirigent des émissions conséquentes de vélos sur ces pools pour l'époque qui suit, ce qui attire de la liquidité, lui permettant de traiter plus de volume, ce qui va lui permettre de collecter des bons frais, et donc de maintenir une quantité de votes importante, voire attirer plus de votes. Donc ça crée quand même tout un mécanisme assez sympathique au niveau de vélo et aéro. C'est un peu ce que je discute dans l'article de comment je pense que le modèle représente une amélioration par rapport à ce qu'on a pu voir sur Curve, ce qui m'a valu de me faire beaucoup d'amis, mais c'est quelque chose qu'on voit aussi dans les métriques en fait, des protocoles, donc en termes de frais redistribués et collectés, et même en termes de volume. On peut aller prendre le DeFi Lama pour se faire une idée. Mais ouais, grosso modo, sur les frais, alors, les comparaisons ne sont pas évidentes pour plusieurs raisons. C'est que côté Curve, maintenant, il y a le stablecoin CRV-USD, et il y a Lamaland, alors que Vélo et Aero, c'est que des DEX. Côté Curve, il y a 13 chaînes au total où ils sont actifs, alors que Vélo et Aero, chacun est spécifique à une chaîne pour l'instant. Vélo, c'est Optimism, et Aerodrome, c'est Base. Donc c'est un peu dur de savoir quel genre de traitement faire à la donnée pour la mettre en contexte, mais on peut quand même se faire une petite idée en regardant au niveau des volumes, peut-être en volume semaine, comme ça on a un truc un peu plus lissé. Et donc en termes de volume, on est quand même encore en dessous, mais il y a du contexte à ça. Donc là vous avez Aérodrome dans les... attendez, volume 7 jours. Sur Curve, on a 2,4 milliards. Sur Aérodrome, on a 600 millions. Donc on a en gros un quart de Curve en volume. Et Vélodrome, ouais, beaucoup moins. 3-4 fois moins qu'Aérodrome. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'en termes de frais, et de frais donc redistribués aux votants, on est déjà sur des chiffres qui sont plusieurs multiples de Curve sur Aérodrome, pour plusieurs raisons.
Déjà parce que en gros, il y a 100% des frais qui partent au votant contre la moitié seulement sur Curve, 50% donc. Et après parce que les frais ont tendance à être plus élevés sur Aerodrome, parce qu'ils sont sur des tokens plutôt de long trend, c'est-à-dire des pools, voilà, même coin, ETH ou des choses comme ça, qui vont être à 1% de frais, voire même 2% pour certaines pools. Et il y a aussi des pools, bien sûr, de blue chip, hein, je sais pas, du ETH, USDC ou des trucs comme ça, qui, elles, vont être sur des frais beaucoup plus bas, les 30 BPS classiques. Mais donc, dans l'ensemble, le frais moyen payé sur Vélodrome est plus élevé, ce qui aboutit aussi à tout simplement plus de frais redistribués. Donc voilà, ça c'est un peu une des dimensions intéressantes du modèle. Le truc vraiment à surveiller en ce moment, c'est cette question des... on va aller les voir maintenant. C'est que jusqu'à présent, Vélodrome, Aérodrome, c'était purement une logique de pool en stable swap ou en constant product, donc en Uniswap V2 grosso modo. Donc c'est les basic volatiles, c'est les constant product, et les basic stable, c'est les stable swap. Mais maintenant, ils ont commencé à sortir leur pool concentré. Et là, on trouve des stats de volume assez intéressantes, des taux d'utilisation de liquidité plutôt bons, donc qui devraient aider à capturer un volume décent. Donc là, vous voyez une pool stable à environ 5x d'utilisation, 10M volume sur 2M de TVL. Pareil sur des LSD, là on a une Wrapstake ETH qui fait à peu près 5 fois son utilisation, sa TVL en utilisation. Et même sur des pools volatiles, on a des volatiles dans le sens un des tokens est volatile. Donc là on a une USDC Wrapis qui nous fait un volume à 4,9 millions de dollars sur 180 M de TVL, ou une USDC OP qui a 474 de volume sur 174 TVL. Donc en gros ça a l'air de plutôt bien marcher comme attendu dans liquidité concentrée, et ça devrait aider à avoir avoir une utilisation de la liquidité plus conséquente par rapport à sa TVL, et donc in fine augmenter dans l'ensemble les volumes traités par l'échange. À voir si d'ailleurs, je me demande si sur DeFi Lama ça prend en compte le volume de Vélodrome V2, enfin de ces slipstream comme ils appellent. Ouais, non, c'est la V2, ça c'était sorti il y a longtemps déjà. Je sais pas si ça prend en compte slipstream, ou alors ils l'ont mis à part. Bon bref, mais donc en gros, sur le long terme, on a des raisons de croire que le volume devrait se développer de manière assez solide. Et est-ce que ça va aller jusqu'à flipper des gros DEX? Je sais pas, il faut garder en tête que c'est pour l'instant contenu sur une chaîne, chacun des DEX. Mais en tout cas, ça peut atteindre des taux d'utilisation importants, et donc a priori entretenir une flywheel qui peut s'avérer intéressante sur le long terme. Ils ont un peu leur petit frère sur Arbitrum qui est Ramsès, dont je crois qu'on avait déjà parlé en live, et qui maintenant se retrouve un peu plus étroitement lié aux deux autres, puisque un des principaux team members de Vélodrome, Alex, est maintenant advisor de Ramsès, et c'est un peu lui qui a provoqué la God Candle que vous voyez là. Et il y a quelques changements qui arrivent sur Ramsès, justement pour essayer de raffiner le modèle, dont notamment le retrait du LP Boost. Donc ça c'est intéressant, ça a eu lieu quelques jours après la publication de l'article. Bon, je ne pense pas que ce soit mon article qui ait fait changer ça. Alex lui-même avait déjà conscience que le LP Boost c'était pas la solution idéale. Mais donc voilà, c'est intéressant de voir comment ces modèles se développent dans l'ensemble. Il y en a d'autres aussi sur d'autres chaînes qui peuvent valoir la peine d'être suivies. Et ouais, je crois qu'en termes de 3.3, c'était à peu près tout pour moi. Suivez le développement de ces pools Slipstream liquidité concentrée. Et ouais, on verra bien où ça nous mène. Je ne sais pas si vous avez des questions. Et oui, il y a ce retour qu'on fait tout le temps, mais alors là, Rico Gourmet, je vais l'adresser, parce qu'en fait, ça, c'est un point qui est marrant, c'est que les lamas le disent en permanence, donc je vais lire l'avis, juste pour un truc. Par contre, sur Aerodrome, les fees collectées par le protocole sont très dépendants de l'activité sur Aero, 600 cas de fees sur ces trois pools, donc à voir s'il y a un ralentissement sur cette paire. En fait, là, ça, c'est un point qui est intéressant, parce que
c'est le point favori mis en avant par les lamas pour défendre leur petit curve. Sauf qu'en fait, moi, quand je lis ça, je comprends. On a fait un DEX qui émet un token à foison, et on n'est pas capable de capturer la liquidité sur notre propre token, tellement nos structures de liquidité sont inadaptées. Donc, on va aller gueuler sur les gars qui arrivent à capturer la liquidité sur leur propre token. Parce qu'en effet, il y a environ la moitié des frais collectés sur Aero qui viennent pour l'instant sur cette époque, qui viennent des pools qui impliquent de l'Aero. Parce que c'est des pools à 1%, qui font des volumes importants et qui ont beaucoup de TVL. Tout simplement parce qu'il y a un grand intérêt autour du token. Mais voilà, il faut bien comprendre que ça, c'est pas un problème. Dans le sens, ça démontre que le modèle fonctionne. Parce que si le DEX n'arrive même pas à incentiviser proprement son propre token avec son modèle d'incitation, mais à quoi tu sers concrètement? Ça, c'est un peu la question de Bunny, vous savez. Bunny qui est une structure pour incentiviser des LP sur Uniswap V3, avec le token LIT, qui décide de faire la liquidité pour son token LIT sur Balancer, dans une pool 80-20. Bah, à quoi tu sers, petit lapin? Bah, pas à grand-chose, manifestement, et c'est bien pour ça que ça se voit dans le prix. C'est la version extrême de ça. Mais en gros, c'est un truc qu'on retrouve aussi dans une moindre mesure, hein, on se rassure tout de suite, mais qu'on retrouve aussi sur Curve, où il y a du volume sur les pools. Ah, maintenant il y a CRV USD en plus. Il y a un peu de volume sur les pools CRV, mais c'est pas la folie, quoi. C'est pas la folie autant en volume qu'en liquidité effective disponible sur l'échange. Donc si le but du DEX, c'est quand même de pouvoir soutenir des liquidités importantes sur les paires qui sont incentivées pour permettre leur échange, c'est pas fifou, quoi. Donc moi, longue histoire pour vous dire que je préfère largement un DEX qui fait qu'un tiers des frais collectés sur une époque donnée, ça vient des paires sur son propre token. Ça montre qu'il y a de l'intérêt pour le token et que le modèle marche pour tenir la liquidité sur le long terme. Qu'un truc où, en gros, bah tiens, regardez, je sais pas, est-ce qu'il prend en compte les pool curves CoinGecko? J'espère que oui, parce que... On va voir. Non, il doit pas les prendre en compte parce qu'on a vu des pools avec un peu plus de volume quand même. Mais en gros, Uniswap, ça reste un endroit important pour échanger du CRV en termes de DEX on-chain. C'est quand même un peu cocasse, non? Alors c'est quoi? Il y a quoi comme pool concrètement pour le CRV? Parce qu'on est sur CRV, on va les mettre par TVL, on va devrait les voir plus facilement. Donc CVX, CRV, CRV, oui, mais celle-là, on s'en fout, elle sert à rien de toute manière. Ok, CRV USD, CRV USD, CRV USD, CRV USD. Donc il y a celle-là, la Tri Crypto V2 là. C'est celle-là qui traite l'essentiel du volume, je crois. Donc CRV USD, ICRV, qui fait 1,3 million de dollars de volume. Est-ce qu'il y en a d'autres qui permettent l'échange de CRV vers d'autres tokens? Pas vraiment. Bon, bah, c'est pas bien folichon, parce que apparemment, on a cette pool là sur Uniswap, on va aller voir sa tronche. Non, je veux le Uniswap info, le CoinGecko, s'il te plaît. Ah, le Gecko Terminal, ça fera l'affaire. On a cette pool là sur Uniswap, donc, qui a quoi comme TVL? Est-ce qu'on peut voir la TVL par ici? Qui a à peu près 3,26 millions. T'as pas le lien Uniswap info? On va aller la voir directement sinon là-bas. C'est vrai que maintenant ils ont inclus l'info normalement directement sur le site. Si on cherche CRV, on devrait trouver des infos. On a quoi comme pool? Bon après, ouais, c'est peut-être des gens qui utilisent ça pour faire des ordres de vente sur CRV. On va voir la distribution de la liquidité. Ouais. Un joli mur de vente ascendant contre l'Ether. C'est marrant. Mais bon, long point pour revenir au point de base que les frais capturés sur les pools du token en lui-même, ça dépend, faut voir d'où ça vient,
Est-ce que ça correspond à une grande utilisation de la liquidité ou des choses comme ça? En l'occurrence, on a vu la charte d'Aero sur les dernières semaines. Vous comprenez bien que ce genre d'action sur le prix se traduit aussi par une action de volume importante. Et donc, dans les dernières semaines, c'est assez normal que Aero représente une part importante des frais, tout simplement parce que, pour le mettre simplement, c'est une des paires les plus chaudes, entre guillemets, de l'échange. Mais tout simplement parce que le token lui-même est tendance et est beaucoup transacté. Il y a eu des moments dans le passé où c'était beaucoup plus stable sur le token, et les pools stars, les pools tendance, c'était des trucs du genre IS-USDC, OP-USDC, là je vous parle de vélo, mais sur Aero c'est la même, ou des pools de stable, des Wrappis USDT, des trucs comme ça. Donc c'est pas forcément un problème, quoi. C'est même une bonne chose que le DEX soit en mesure de recapturer de la valeur sur son token, parce qu'il faut quand même se rappeler que tous ces modèles-là qu'on discute sont basés sur une émission continue de leur token. Donc après que les DEX soient en mesure de capturer la plus grande partie des échanges sur leur token sur des paires qui sont sur le DEX en lui-même et 1%, c'est une bonne situation au final. Parce que ça veut dire que ces pools-là sont pérennisés dans le sens où, ben, vous voyez ici, il n'y a pas de bribes qui sont postés sur cette pool. Il y a, bon, je sais pas, c'est un peu devenu un jeu maintenant de balancer des tokens sur ces pools. Les MM coins, ils adorent de mettre ça en bribe. Mais vous voyez que grosso modo, elles se tiennent toutes seules. C'est-à-dire, elles collectent assez de frais pour que ça crée un retour pour les voteurs intéressant, ce qui fait qu'elles capturent une partie importante des votes du protocole, et donc ça permet d'obtenir une très bonne profondeur de liquidité sur ces paires-là. Là, on a 70 millions de dollars de TVL sur cette pool, sur un Aero qui fait, bon, il commence à être gros maintenant, qui fait quoi? Qui fait 500 M de market cap. Mais vous comparez ça avec la liquidité on-chain disponible pour Curve, c'est pas le même délire. Sur Curve, on a 13 millions de market cap dans cette top pool là, pour un token qui fait 700 millions de market cap. On a 13 millions de TVL. Donc vous voyez que le ratio, en gros, à quel point ton token est liquide, il est beaucoup plus liquide chez Aero que chez CRV. Et mine de rien, pour un token qui est émis à tous les LP, c'est quand même assez important qu'il soit liquide, idéalement sur plusieurs tokens différents, sur du stable, sur de l'Ether, parce qu'en fonction des LP, il y en a qui vont le dumper, il y en a d'autres qui vont vouloir en acheter pour rentrer dans des stratégies d'accumulation. Donc voilà, c'est un peu le bon vieux bon sens, hein, c'est le grand-père de la DeFi qui vous parle, mais que ah, tu fais un DEX, ah, tu émets ton token, d'accord. Bon, est-ce que ça marche ton système pour faire de la liquidité sur ton token? Oui, ah bah ok, d'accord, ça m'intéresse. Peut-être que ça marcherait pour moi aussi. Alors si tu arrives à faire de la liquidité avec Aerodrome pour le token Aero, peut-être qu'on peut utiliser Aerodrome pour faire de la liquidité pour, je sais pas moi, Lucha par exemple. Mais si ça marche pas sur ton propre token ou pas du Vifu, bon, pourquoi ça marcherait pour d'autres, quoi? Commence par nous montrer que ton système marche avec ton propre token. Et ça, c'est la question. Je pense que le cas d'école là-dessus, c'est Bunny. Hein. Bunny qui n'a pas de liquidité sur son lit, que à chaque fois que tu claims et que tu dumps 50K lit, tu fais un Armageddon sur le prix. Forcément, ça peut pas aller très loin, ce genre de système, quoi. Parce que bon, oui, il y a des pools qui trouvent leur intérêt, ils font des trucs avec les LST, LRT, je sais pas quoi maintenant, mais grosso modo, il n'y a quasiment pas d'utilisation maintenant. Parce qu'il n'y a pas de liquidité sur le lit. Et je pense que pour moi, c'est ça l'enjeu principal, quoi. Enfin, principal. C'est l'enjeu prérequis. Dans le sens où on commence par là, si ça marche bien, ah ben chouette, donc maintenant tu as un token super liquide, tu le distribues à tout LP, mais c'est pas un problème, ils savent que s'ils en veulent pas, ils peuvent le vendre, ils ont 70 millions de liquidités en phase 2 pour vendre, donc ils s'inquiètent pas de savoir si le truc ils vont perdre 5% juste en le vendant pour avoir farmé une semaine dessus, ou des choses comme ça. Et oui, bon, de toute façon, on en a parlé, oui, ça va, j'ai pas droppé d'alpha, ça. Mais Lucha arrive sur base, ouais, ça va être marrant. On va pouvoir faire des choses cool avec Aero. Je sais que... Est-ce qu'elle a été whitelist, la pool? Il faut encore qu'on déploie à la gauche.
On va faire ça quand ça sera possible. Mais vous avez déjà un peu de liquidité pour le Lucha sur Base qui a été déployé ce matin. Est-ce qu'on l'a trouvé ici ou il faut mettre le token? Yes. Mais il manque encore des petites choses, comme vous pouvez le voir. Il n'y a pas encore l'icône. Il n'y a pas encore... Il n'y a pas encore tout. Mais bon, voilà, ça c'est un autre sujet. Ça va. J'ai pas fait de bêtises. Donc suivez le Discord Luchador pour ça. Et puis sinon, moi je crois que c'est à peu près tout pour aujourd'hui. J'ai fait tout mon menu, non? Il y avait cette question de Morpho, Dai, Etna, tout ça. Mais apparemment, il y avait Marc qui était live. Ou qui est peut-être encore sur Leviathan News pour vous en parler. Tout ça en anglais. Mais peut-être ça vaut la peine de suivre. Et sinon, moi j'ai coché toutes mes petites cases. Sinon, oui, suivez le collectif. Il y a des trucs cool qui arrivent. On va publier ces guidelines dans les prochains jours. Allez, peut-être max 6 semaines si je veux me donner de la marge, mais ça arrive très bientôt. Et dans la foulée des guidelines, on va commencer à faire des analyses de protocoles pour les analyser contre ces guidelines. Et donc expliquer pourquoi ils sont de la genuine, de la vraie DeFi, ou alors en chemin vers la décentralisation, ou alors pas du tout, même au début du chemin de la décentralisation, de la on-chain CDFI, avec tout proprement sourcé. Et pour les questions, du coup, avant de vous laisser, ma V2, Rico, ouais, on en a parlé il y a, je sais pas, une demi-heure, une heure, un truc comme ça, on en a parlé. C'était peut-être le deuxième sujet, je crois. On a fait Diad, après on a fait Mav, et après on a fait Liquidity. Quelque chose dans cet ordre-là. Et à Muzo, est-ce qu'à la fin du desk, on ne risque pas d'avoir une paire Aero East liquide, certes, mais rien à côté, car pas attractif au niveau des API? Ben non, c'est ça le truc que je me tue à expliquer. En fait, c'est tout l'inverse. C'est que, au final, tu t'en fous de quelle paire capture les votes. C'est juste qu'elle crée une base pour valoriser le prix d'un vote que tu n'as pas sur Curve. Parce qu'en gros, sur Curve, c'est un calcul très simple. Combien coûte un vote VECRV? Eh bien, il va coûter un peu moins de ce qu'il émet. Puisque sinon, ça n'a aucun intérêt de mettre une bribe. C'est-à-dire, si je paye $1 pour diriger 70 cents d'incentive sur ma pool, est-ce que je m'appelle couillon ou non? Donc, mécaniquement, je paye $1, je dirige 1,2 $ d'incentive sur ma pool. Bon, peut-être que ça peut commencer à m'intéresser, parce que sinon, je fais du liquidity mining direct. Donc ça, c'est le premier truc à comprendre. Maintenant, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est aussi une sorte de mini-longue, une bribe. C'est-à-dire que, concrètement, je poste ma bribe là. Surtout sur Curve. C'est encore plus vrai sur Curve, ce que je vais dire là. Je poste ma bribe là. La prochaine époque, on va dire qu'elle commence ce jeudi, la prochaine époque convexe, je ne sais pas si c'est le cas ou si c'est la semaine prochaine, mais c'est des époques de 2 semaines. Donc je paye ma bribe aujourd'hui, j'achète les votants qui vont caster leur vote jusqu'à ce jeudi, boum, après c'est l'époque flip, et ça dirige les émissions. Mais ça veut dire que j'ai payé maintenant pour des émissions qui vont être distribuées dans les 2 prochaines semaines. Maintenant, je fais mes petits calculs aujourd'hui, et je trouve que je suis content. Voilà, prix d'aujourd'hui, j'ai obtenu 1,2 $ de CRV par $1 de... on va dire que j'ai bribé en stablecoin, pour que ça simplifie l'équation. Par $1 de stablecoin que j'ai bribé. Donc, je suis content. Maintenant, demain, CRV, il dump de 30%. Bon, ben voilà, bravo champion. Maintenant, tu as payé 1,2 $ par 0,9 de CRV émis. C'est ça que je veux dire dans le sens, c'est un mini-long, parce que vous prenez une position longue sur le token qui va être émis sur la période de l'époque. Et donc, sur une époque de 2 semaines, le risque est bien sûr plus élevé. Donc déjà, ça c'est un, mais en gros, ça c'est le calcul sur Curve. Sur Aérodrome, vélo, il y a cette même logique dans le sens où, en gros, il y a une conversion. Ce que tu mets en bribe, c'est un token donné. Ce que tes LP vont recevoir, c'est aéro ou vélo, ou curve, qu'importe, ou balle, c'est la même chose partout. Mais en gros, c'est comme si tu faisais un swap de ton token que tu utilises pour bribe à du vélo pour distribuer au LP. Avec bien sûr tous les mécanismes entre de vote et ainsi de suite. Bribe matching et tout ça. Donc ça, c'est la première chose à avoir en tête. Il y a une exposition un peu forcée au token. Et maintenant, le truc qui se passe sur Aero et qui est intéressant, c'est que ces paires qui marchent bien, comme celle-là, elles te créent une sorte de prix minimum de la bribe, du vote donc, qui est décorrélé, ou en tout cas pas directement corrélé, aux émissions pures. On rappelle le calcul sur Curve, il était juste purement basé sur les émissions et sur le niveau de risque de prix que je suis prêt à prendre sur CRV. Ici, grosso modo, si je suis un gars qui veut briber des votes sur Aero, je sais
que je dois au minimum payer ça. Mais en fait, probablement plus. Parce que pourquoi un gars, il va aller prendre une bribe qui paye juste 42%, alors qu'il peut prendre cette bribe-là, qui est quasiment garantie, où il peut voter même avec 10 millions d'aéros, il aura encore quasiment ce rendement-là, parce qu'elle est déjà tellement énorme qu'il diluera peu le vote. Donc ça crée une sorte de prix plancher des bribes. Et c'est pas que la pool aéro qui a cet effet-là. C'est grosso modo toutes les poules, on va plutôt les classer par frais, c'est toutes les poules à haut frais qui ensemble créent ce niveau de base-là. Donc là, la pool aéro USDCB, la pool Vrapis aéro, mais aussi la pool Vrapis USDC qui nous met une base à 27%, cette pool-là GB, bon là il y a de l'incentive, pardon. Mais en gros, toutes les poules qui font des gros frais, cette pool volatile OVN et USD+, bon là, ils doivent voter eux-mêmes sur leur pool pour que le truc soit aussi bas. Ça, c'est un meme coin, mais c'est pareil, qui a collecté 37 000 de frais à distribuer cette semaine. Un autre meme coin, le Dog in Me, là, fonctionne pareil. Le fameux Degen, dont vous entendez peut-être pas mal parler, bon, eux, ils bribent aussi, mais vous voyez qu'il y a quand même 27K qui viennent via les frais et 8K via les bribes. En gros, ça un peu égalise et ça crée une sorte de prix minimal pour le vote que les projets qui mettent des bribes doivent maintenant dépasser, ou s'ils ne le dépassent pas, ils vont juste avoir des bribes, des votes à la hauteur de leur bribe par rapport à un taux qui va être intéressant pour les votants, mais ça évite un peu ce problème de surémission sur des poules complètement improductives. Ou alors, en fait, très bien, tu peux le faire, mais ça va te coûter, mon ami, quoi. Tu veux diriger 15% de la gauche. Ah, voilà, peut-être c'est plus clair exprimé comme ça. Tu veux t'accaparer 18,62% de la gauche. Bon, bah, ok, très bien. Tu sais que ça va te coûter à peu près 900K. Tu peux briber 900K cette semaine? Bon, bah, très bien. Tu vas sans doute les avoir, encore que je suis sûr que tu n'auras pas tous les votants qui vont migrer. Mais voilà, tu as une sorte de prix de base de qu'est-ce que ça te coûte. Alors que sur Curve, concrètement, bon, bah, si tu payes assez les gars, ils votent. Rien à faire du volume, puisque ce n'est pas un facteur dans leur équation. Donc c'est vraiment en termes d'équilibre long terme des incitations des différents participants de l'échange, les votants, les LP et les projets qui cherchent de la liquidité, que le modèle est pour moi pertinent. Et c'est pas juste une question d'analyse comme ça, théorique sur mon fauteuil. Hein. Je dirige de la liquidité quand même depuis un bout de temps. J'ai très vite compris et j'ai bien vu aussi par les résultats. Moi, je suis quand même assez agnostique. Hein. Tu me parles d'un modèle, ça peut marcher. Très bien, on va foutre 2000 balles d'incentive dessus, on va voir ce que ça donne. Ah, avec 2000 balles, j'obtiens 12 fois moins que ce que j'obtiens de l'autre côté. Bon, bah écoute, je suis pas un couillon. Moi, on m'embauche pas pour brûler de l'argent. On m'embauche pour ramener de la liquidité quelque part. Je vais pas faire des donations aux holders CRV parce qu'ils sont mignons. C'est à peu près aussi simple que ça, à la fin, l'équation. Et les dernières petites questions, à part si vous en avez d'autres avant de partir, sur l'évolution de Go, bah, ça suit son petit bout de chemin. J'ai vu que je n'ai pas trop regardé le supply récemment. Maintenant, j'ai d'autres enjeux depuis que je suis passé sur d'autres aventures. Mais j'ai vu qu'ils augmentaient les plafonds d'emprunt tranquillement. Oh, bon, ils sont pas allés très fort sur les plafonds. On est à 40 millions de Go. Bon, on était à 30 millions à mon époque. Ça fait quoi 2 mois 3 mois que je suis parti. Je pensais que ça allait être plus. Ah, il a son petit site, le Go, en plus, maintenant. Mais ouais, non, bah, voir comment ça continue. Et a priori, il est stable maintenant, donc ça, déjà, ça a été plus ou moins réglé. Encore que c'est une situation fluctuante. Hein. Ça va dépendre, bah, comme d'hab, des taux d'intérêt, de qu'est-ce que tu peux faire avec du Go, et ainsi de suite. On reste sur des taux qui sont quand même, j'ai l'impression... Ouais, quoique. Non, ils sont alignés avec le reste. C'est marrant que ça soit aussi peu cher de borrow sur AV. Donc ouais, je sais pas... À voir qu'est-ce que ça va donner le lancement cross-chain. C'est surtout ça qui pourrait m'intéresser sur le long terme. J'ai pas tellement plus à dire là-dessus. Et ouais, bon après les modèles sur émission, que ça te chagrine ou pas, ça c'est plus, j'ai envie de dire, c'est du jugement quoi. Faut voir que concrètement ça marche, hein, dans le sens où même pour Curve ça a marché pendant un temps avant que la situation se détériore, mais ça semble un peu être un acquis.
à émission infinie avec un système pour diriger les incentives. Et maintenant, la question, c'est d'équilibrer le modèle pour qu'on arrive à que le protocole, il émet, je sais pas, 5 millions de son tokens chaque semaine, mais ça lui permet d'attirer des LP, de faire différents trucs pour collecter 6 millions de frais chaque semaine. Ok, très bien. Là, on a un équilibre intéressant parce qu'au final, on produit 1 M chaque semaine. C'est vraiment... Faut pas regarder juste... en soi, l'émission, tu t'en fous. Si tu la regardes que telle quelle, elle ne veut rien te dire. Il faut la regarder, la confronter aux revenus. Et si elle est supérieure au revenu, alors là, tu as un problème. La communication est mauvaise, Arim. Il y a des problèmes de son. Ah, mais c'est vrai que j'ai même pas mis l'Ethernet. Je suis en Wi-Fi. Je suis un kéké. J'espère que c'était correct jusqu'à là, parce que ça fait 2 heures que je déblatère. Puis sinon, de toute façon, j'avais à peu près fini. Ah, ok. Bon, je sais pas. Ou alors, t'avais posé une question que j'ai ratée, Arène? Ah, la communication du Go. J'ai tout pris sur mon petit monde, pardon. C'est le gros stress du stream, tu sais, t'as toujours peur qu'il y ait un problème avec le son. Ouais, bon, ça, après, c'est d'autres enjeux, quoi. C'est vrai que moi, j'ai pas trouvé l'expérience idéale pour les emprunteurs en termes du nombre de variations, de taux d'intérêt qu'il y a eu, des choses comme ça. Mais bon, il y a plein de paramètres dans cette équation-là. En soi, on reste autour du problème de base, du péché originel. J'ai envie de dire que la gouvernance n'a rien à faire dans cette histoire-là, hein, de gérer le taux d'intérêt. À partir du moment où tu as mis la gouvernance pour gérer le taux d'intérêt, tout le reste s'explique un peu par ça, quoi. Mais bon, peut-être... Ça parlait à un moment donné d'une solution algorithmique pour gérer ça. Je sais pas où ça en est. Si ça arrive, ça pourrait aider beaucoup. Définitivement un développement qui permettrait d'un peu de redonner plus de confiance aux emprunteurs. Après, voilà, ils ont quand même les moyens de mettre du jus là-dessus, quoi. Et ils en mettent un peu partout, d'ailleurs. Donc, il y aura un marché pour Go. Si ça, c'est la question, il y aura toujours un marché pour Go, quoi. Parce que de l'autre côté, il y a de la dépense importante en termes de direction de liquidité. Donc, il y aura bien des gens qui vont aller te les minter pour aller chercher les incitations, que ce soit chez Balancer, chez Maverick, chez Curve, et ainsi de suite. Donc là-dessus, je m'inquiète pas, quoi. En termes de est-ce qu'il y aura un supply pour Go? Bon, oui, c'est pas un problème. Après, est-ce que c'est pareil, hein, c'est la même question que cette question des incentives. Mais alors, qu'est-ce que c'est l'intérêt pour AV si ça leur coûte tant de maintenir le Go? Ah, bah regarde, la question c'est est-ce que ça leur coûte plus que ce que ça leur apporte, tu vois? C'est-à-dire que s'ils dépensent 4 millions de dollars à l'année pour maintenir toute cette liquidité avec des rendements intéressants, mais que de l'autre côté, ils ramassent 5 ou 6 millions au niveau de la DAO en intérêt sur le Go, bon, bah c'est un bon trade, hein. Plus de millions, pourquoi pas? Et c'est vraiment comme ça qu'il faut analyser à peu près tout, hein. En tout cas, tout ce qui est relatif à des émissions et des dépenses. C'est toujours je vous en parlais tout à l'heure, c'est la même question que même l'émission monétaire d'un État, hein. Est-ce qu'on émet pour de l'investissement ou est-ce qu'on émet pour des dépenses opérationnelles? Si on émet pour de l'investissement, ça peut se défendre, ça peut même être intéressant sur le long terme. Si on émet juste pour payer les taux d'intérêt des notes précédentes, bon, là, tu sais que généralement, ça sent pas bon quand tu as atteint ce stade-là, quoi. C'est exactement la même logique, juste à un niveau différent. Le meilleur stablecoin, c'est le Lucha. Oh, la violence. Mais il va faire son petit décollage sur base, lui, t'inquiète pas. Il en est où? Ça va, il se porte pas vilain aujourd'hui, le petit Lucha. Ouais, par rapport au reste du marché, c'est pas dégueu. Mais il n'y a pas encore les poules base pris en compte. Yes, ouais, bah bon, allez, on peut finir avec le point Lucha, mais c'est un peu la petite mauvaise surprise dans le sens où... Bon, après, c'était dur à anticiper, quoi. Mais à l'époque où le Lucha Token a été lancé, Polygon, c'était effectivement une chaîne très compétitive en termes de frais de transaction. Et on savait que la logique on-chain allait nécessiter une chaîne qui est capable d'encaisser de la haute fréquence, puisque ça veut quand même dire que concrètement, à chaque match, il y a des opérations on-chain qui sont faites. Donc, c'était un peu ça qui avait amené à ce choix-là.
Malheureusement et heureusement, j'ai envie de dire, il y a des solutions moins coûteuses que Polygon aujourd'hui. Parce qu'au final, c'est ça le truc, c'est que tout était prêt pour amener la logique on-chain. C'est juste qu'on veut pas faire payer les gens 30 cents par combat, quoi, et ça me semble assez logique. Donc il y a toute une stratégie envisagée à ce niveau-là. Et en plus, ça tombe plutôt bien parce que ça commence à devenir un peu... c'est très facilité maintenant le déploiement de chaînes app spécifiques, donc des L3. Donc ça nous permettra de faire des choses intéressantes. Et en attendant, une petite migration sur Base qui va permettre de réduire aussi les frais et d'avoir accès à des outils pour soutenir la liquidité du token Lucha avec plus de jus que ce qu'il peut y avoir sur Polygon, notamment quelque chose comme Aerodrome. Donc ouais, hâte de voir tout ça se développer gentiment tout aussi. Et faites attention si vous bridgez, il n'y a pas encore la bridge, donc voilà, faites pas les dégénérer à acheter pour Ape dans tous les sens. Soyez responsables, ça arrive, suivez les news sur le Discord Lucha. Et ouais, il va y avoir des petits trucs sympas. Et Joa, juste pour prendre ta question avant de partir, l'équipe derrière AI, je la connais pas personnellement. Bon, on a parlé un peu, mais grosso modo, c'est un peu la famille Reflexeur. Ça fait partie de la Money God League. Je sais pas si c'est une équipe différente. Je crois que c'est des gars différents quand même. C'est pas l'équipe de Reflexeur qui est derrière. Ah, je prends le son. Mais a priori, voilà, c'est pas des dégénérés, les mecs, ils savent à peu près ce qu'ils font, ils ont une démarche assez prudente de développement. Ils ont toujours pas mis la poule et l'USD là-dessus, on va leur foutre une claque gentiment, mais on va leur mettre une claque quand même. Mais oui, il y a des rendements qui peuvent être assez sympas sur Velo en ce moment, parce que, bon, ils ont une stratégie qui implique assez belles dépenses de bribe sur leur pool, donc ça attire pas mal de votes. Et en effet, tu as encore des pools stable dans les presque 3 digits. Alors après, il faut quand même faire attention que le high, il est un peu dépeg. Hein. Il n'a pas encore son mécanisme de stabilité, je sais plus comment ils appellent ça. Oh, quoi qu'il ait l'air de se réapprécier un peu. Oh, bon, il est quasi repeg, autant pour moi. Oublie. Donc du coup, ce risque-là, a priori, ça va. Tiens, c'est marrant. On n'est pas loin derrière, ouais, par rapport à la taille de la poule. Donc ouais, ça peut être intéressant de creuser, surtout si tu veux utiliser des OP en collatéral, parce que tu n'as pas 36 endroits où tu peux utiliser des OP en collatéral sur Optimism. Donc là-dessus, c'est cool. Et pour comprendre le protocole, regarde, documente-toi sur Reflexer, parce que c'est grosso modo la même logique avec quelques changements de paramètres, notamment le fait d'avoir pégé ça au dollar et des collatéraux différents. Et voilà, sur ce, on est tout pile sur les 2 heures. Moi, je vais m'arrêter là et je vous souhaite une bonne après-midi. À bientôt, je ne sais pas quand, je ne m'engage à rien, quand j'aurai du temps. Allez, bonne soirée, salut!